Salut Rémi, salut Domivante, salut Melmox, bonjour à toutes et à tous, ça régale, vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir, voilà. Donc, Lucas aussi, Musicorum, bonjour. Alors, ce matin, dans le mug, on a surtout la Google I.O. dont on va parler, petit sommaire rapide. Est-ce que le navigateur va marcher? Non. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas Firefox, c'est pour ça. On va donc parler de la Google I.O. Effectivement, on va faire un petit récap. C'est un article de 01net. Petit récap de toutes les annonces Google I.O. Excusez-moi. Les annonces Google I.O. avec effectivement les mises à jour sur Google Search, Bard, l'IA de Google, Gmail, Maps, etc. Donc on va rediscuter de tout ça ensemble. Il y a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On enchaînera avec la partie hardware que Google a annoncé entre guillemets, en sachant qu'il y avait 1 milliard de leaks et demi ces dernières semaines. Donc bon, on savait un petit peu tout, mais il n'empêche que ça y est, les premières vidéos, notamment sur le Pixel Fold, sont tombées. J'ai regardé celle de Mister Mobile. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu des tests du Pixel Fold. C'est un joli appareil quand même. Faut pas déconner. C'est quand même un très joli appareil. Malheureusement, pas dispo en France. Mais on en discutera quand on fera l'article. On verra si on a le temps, parce qu'à 9 h, il faut que je coupe les articles pour l'interview. Mais on aura un article de Presse Citron sur un bug qui inquiète pas mal de monde. Le micro qui serait utilisé en continu par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il se passe sur Android? Donc on verra ça. Hein. Je pense qu'il y a une panique un petit peu exagérée. Et pourtant, vous savez que j'aime pas trop Meta. C'est pas une entreprise dans laquelle je fais confiance, mais je pense que sur cette histoire-là, j'ose croire que oui, c'est effectivement un bug et pas une machination, un complot pour collecter ce que vous dites pendant la nuit. Enfin voilà, je trouve que ça serait un peu étrange. Donc on en reparlera. Si on a le temps, on discutera de ça. De l'intelligence artificielle, bon, ça vous avez compris qu'on va en discuter, mais d'un maire français qui a confié à ChatGPT l'écriture de son discours du 8 mai. Voilà, 8 mai, hein, victoire de 1945, des Alliés contre l'Axe, bien sûr, et quand même une période importante de l'histoire. Et c'est vrai que d'un premier abord, alors je sais pas vous, hein, mais d'un premier abord, et pourtant vous savez qu'on parle beaucoup de l'IA et que, enfin moi je suis quand même assez fan de ce qui se passe, il y a un petit truc qui me fait un peu grincer des dents de me dire que un discours qui a autant d'importance, les discours du 8 mai, c'est des discours importants, sensibles, qui quand même soulèvent énormément de choses. Qu'un discours comme ça puisse avoir été écrit par une IA, vous voyez, là, pour le coup, ça me fait résonner un truc négatif en moi. C'est-à-dire, il y a des moments où, on en rediscutera tout à l'heure, mais il y a des moments où je me dis, là, il faudrait de l'humain, pas de l'IA. Mais peut-être que c'est moi, peut-être que c'est une forme de réactance que j'ai. Mais voilà, en lisant cette news, je vous le partage comme je l'ai ressenti. Hein. Là, voilà. Petit truc de... Ah, quand même, un discours important comme ça, écrit avec ChatGPT, je sais pas. Bref, on en discute. Oh là, qui dit tu me fais plaisir. Non, mais après, je dis ça, et si ça se trouve, si dans 5 ans, je revois le Guillaume d'aujourd'hui, je serais là, non mais tous les discours sont faits aujourd'hui par de l'IA, Guillaume du passé, qu'est-ce que tu racontes? Bref, mais en tout cas voilà, sur ce sujet-là, je trouve ça intéressant, mais on verra. Peut-être on en discutera avec Sylvestre, hein, le truc, parce que Mozilla a aussi lancé quelque chose autour de l'intelligence artificielle, donc c'est une question que je voudrais lui poser, donc on verra. Article ensuite de Numérama, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Ne pas payer la rançon aux hackers est plus rentable que de céder à leur chantage. Voilà, bon écoutez, si on fait pas l'article, au moins je vous ai fait le titre qui résume un petit peu cet article. Et encore une fois, si on peut, une étude de Microsoft qui montre que 60% des salariés français sont prêts à utiliser l'IA au quotidien. Je voulais juste sur cet article vous dire que Microsoft qui commande cette étude, que bon, ça n'a pas vraiment de valeur, hein, parce que Microsoft est en train de lancer des IA pour le boulot. Donc c'est vraiment le boulanger qui veut lancer une nouvelle viennoiserie, qui fait une étude dans son quartier. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas du tout, c'est vraiment le vendeur du produit qui commandite lui-même l'étude. Bon, alors après, ça dépend comment l'étude a été faite et tout, mais comment dire que j'y crois pas vraiment trop, quoi. Donc voilà. Mais on verra si on a le temps de le faire.
Et si j'ai le temps de faire mon parallèle avec le boulanger de façon bien plus correcte, parce que là, je suis parti n'importe comment, c'est pas grave, c'est ce qu'on adore évidemment dans le mug. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. C'est parti. Et merci à tous, on est en train de démarrer on a démarré un train de la hype, je crois. Bah, j'ai pas vu, merci à tous. Merci Jojo l'escargot, merci Faka Diablotin 02 pour vos subs ce matin. Merci beaucoup, hein, c'est important les subs, n'oubliez pas que ça soutient énormément l'émission. Voilà, bien sûr, merci. Microsoft, 90% des gens sont prêts à se divertir avec une Xbox. Exactement, tu as mieux résumé que moi dans ma tête, mon cher Flonflon. Après on peut faire un draft de ChatGPT puis modifier, relire via un humain. Non mais vous verrez, si on a le temps de faire l'article du discours fait par IA, vous verrez qu'il y a une explication, hein. Le maire ne l'a pas fait par forcément on va dire par flemme. Il avait un problème de santé qui fait qu'il ne pouvait pas écrire en fait, donc c'est pour ça. Voilà, est-ce que j'ai loupé des petits commentaires? Sinon on va attaquer tout de suite. De l'IA, encore de l'IA. Un tel moyen, un pas mal, mais pas pour nous. J'ai pas compris, LSG Snake. J'ai pas compris. Allez, bienvenue à toi Manon. Bienvenue dans le mug. Nous allons donc parler ce matin, ça va être un peu la grosse actualité du jour. Voilà, donc ça s'est déroulé hier soir. La Google I.O. 2023, qui est quand même la grosse conférence de Google. Bon, sur l'article de 01net, il se plaignait un petit peu du fait que c'était long. Google a... Bon, je ne l'ai pas vu, hein, moi, la Google I.O., mais c'est vrai que les précédentes, nous, on ne les fait pas sur Nowtech parce qu'à chaque fois qu'on les a fait, on trouvait ça un peu longué, un petit peu rompiche, quoi. Hein, voilà. Donc on préfère un peu lire le récap et vous le faire uniquement dans le mug, là où les keynotes d'Apple sont quand même un peu plus dynamiques. Quoique il y a des keynotes d'Apple qui peuvent être aussi assez chiantes. Hein. Mais bon, globalement, on sait qu'en plus, il y a beaucoup plus de gens en rendez-vous sur les keynotes d'Apple que sur les Google I.O. Donc, bon, bref. Tout ça pour dire que Google I.O. 2023, il y a eu des annonces sur Search, Bard, Gmail et Maps. Et on va discuter de tout ça. Alors, oui, c'est bon, il y a bien mes petites notations. Plein gaz sur l'IA. Voilà comment on pourrait résumer la keynote de lancement de la conférence I.O. 2023, durant laquelle Google a voulu montrer qu'il était toujours le patron. Face à un OpenAI menaçant, désormais allié à son meilleur ennemi, Microsoft fait feu de tout bois pour placer l'IA générative dans tous ses produits, y compris son plus important, la recherche. C'est quand même un grand bouleversement chez Google qui, il y a un an, était très frileux. Enfin, il y a 6 mois, on va dire, était très frileux de l'intelligence artificielle. Il y allait vraiment à tâtons. Et là, pour le coup, bon, bah, ça y est, ils ont décidé d'accélérer, hein, d'appuyer cette pédale d'accélération et d'y aller. Voilà, peut-être un peu trop vite, je ne sais pas. Comme à son habitude, Sundar Pichai a ouvert la keynote de la Google I.O. Rapidement, 2 mots se sont imposés, IA et responsabilité. Donc ça, vous savez qu'évidemment, l'IA pose des grands problèmes, notamment l'IA générative et l'hallucination de choses qui n'ont aucun sens. On avait aussi vu l'IA de Microsoft Bing commencer à un peu agresser les utilisateurs, les humains, donc pas ouf. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que les mots IA et responsabilité soient associés, en tout cas au niveau de la communication. Parce qu'après, qu'en est-il vraiment dans les faits ? Bah, il faudra tester Bard un petit peu plus en profondeur. La conférence annuelle des développeurs Google revêt en effet une importance toute particulière cette année. La tempête ChatGPT est passée par là et le géant américain se devait de réagir. Alors, Google a appuyé très fort sur l'accélérateur. Tout au long d'une conférence sans fin, c'est pas moi qui le dis, c'est 01net, Pichai et ses sbires un peu violent quand même, ses sbires, ont ainsi égrené d'innombrables fonctions d'IA générative qui vont débarquer sur l'ensemble des services Google dans les mois qui viennent, y compris dans ses produits les plus populaires comme Gmail et la recherche sur le web. Nous allons modifier tous nos produits phares avec l'IA, a dit Pichai en introduction. Il n'a pas menti, voici ce qui va changer bientôt sur Google, on préfère vous prévenir, c'est long. Ne vous inquiétez pas, j'ai un peu raccourci ce qu'il y a à dire. Google a en effet dévoilé l'existence de Palm 2, son nouveau modèle de langage. C'est une évolution de Palm, qui était déjà l'un des plus grands modèles du monde et concurrent direct du GPT d'OpenAI. Au moins, Google ne va pas se noyer avec des palmes. Merci pour le sub d'enfer, merci.
Donc Palm 2, ça apporte un meilleur entraînement sur plus de 100 langues différentes, ce qui devrait largement améliorer ses performances de rédaction. Il a également digéré un important corpus scientifique, ce qui lui offre, selon son créateur, de meilleures capacités de raisonnement et de logique. Enfin, Palm 2 est un bien meilleur codeur, il maîtrise davantage de langages et s'est amélioré sur ceux qu'il connaissait déjà très bien. Il est aussi plus facile à déployer sur différents types de machines. Google a notamment évoqué Gecko, une itération de Palm 2 tellement légère qu'elle peut s'exécuter localement sur un simple smartphone et agir sans connexion à Internet. Pas question de se laisser dominer par OpenAI, qui avance lui aussi à grands pas. Alors qu'il vient d'annoncer Palm 2, Google a par ailleurs dit déjà travailler sur Gemini, son successeur, toujours en entraînement. Très bien. Bon, on verra ce que donnera Gemini un peu plus tard. Coucou Pépipin, comment ça va? Comment tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir dans le chat. J'espère qu'on pourra aller boire un coup aussi avec Monsieur Joe Coco, ce serait trop cool. Oui, bon, j'ai vu que ma blague n'a pas fonctionné chez vous. Je pense que vous n'avez pas l'esprit nécessaire. Oh putain, je vais pas vous agresser dès le matin comme ça, hein, quand même. Alors, j'y arrive. Google intègre l'IA générative dans son principal produit et il n'y a aucun doute, ces changements feront débat. Tiens, j'y pense, mais Pépipin, serait cool de discuter avec toi. Toi qui es une artiste, un petit peu de l'intelligence artificielle et un peu de ton ressenti là-dessus. Ce serait cool de t'avoir dans le mug pour un peu discuter de ça. C'est un truc qu'on voulait faire au Battle for, donc l'événement caritatif qu'on a fait il y a quelques semaines. Mais on n'a pas eu le temps de le faire, mais on voulait discuter avec des artistes un peu de leur ressenti par rapport à l'IA et aux images et tout ça. Parce qu'on trouve que le sujet est assez intéressant. Bref, Google intègre l'IA générative dans son principal produit et il n'y a aucun doute, ces changements feront débat. On pourra en effet bientôt poser des questions complexes en langage naturel depuis la bonne vieille boîte de recherche de google.fr. Et je suis très curieux de voir comment Google va évoluer si l'IA devient le truc principal. Parce que je vais vous montrer la vidéo, mais l'IA prend vraiment le dessus. Et l'IA y répondra par le biais d'un nouvel encart verdâtre. Putain, l'article est un peu piquant quand même. Et immense au-dessus des résultats traditionnels. On pourra alors affiner sa question ou cliquer sur l'une des suggestions du moteur. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Comment va être Google dans quelques semaines, j'imagine. Voilà. Voilà. Donc voilà, l'IA est en train d'avancer, blablabla. Bon, c'est marketing et tout, on est là. Et je voudrais juste qu'il montre l'argent. Donc voilà, ça donne ça. Bon, la qualité est pas dingo. Ah oui, c'est mieux. Donc vous voyez qu'effectivement, dans la barre de recherche Google, on a demandé What planet is most similar to Earth? Donc quelle est la planète la plus similaire à la Terre? Et donc l'IA générative de Google, il y a quand même un petit encart qui dit que c'est expérimental, qui dit Mars et Vénus sont deux planètes dans notre système solaire qui ont des propriétés similaires à la Terre. Comme la Terre, Mars a des ice caps, j'imagine des calottes glaciaires, je ne sais pas exactement. Enfin, de la glace, blablabla, des volcans. Sa journée est aussi longue que celle de la Terre. C'est vrai, la journée sur Mars est la même que celle sur la Terre? Ah bon? Je croyais qu'il y avait quand même quelques différences, même de quelques minutes, non? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des experts en espace dans le chat? Je sais qu'il y en a. C'est votre moment. Hugo Lisoire, je t'invoque. Vénus est la plus similaire à la Terre. Bref. Donc en gros, l'IA fait un petit peu comme Bing, hein, va essayer de répondre et de vous donner voilà, quelque chose d'à peu près cohérent. Voilà. Write me a poem about a mischievous cat named Whiskers using at least... Il n'y a pas le truc en entier. Ouais, mischievous, ça veut dire un peu malicieux, j'imagine, en anglais. Je ne connaissais pas ce mot. Donc voilà, il vous génère le poème, effectivement, sur le chat, etc. Ah oui, et ce qui est intéressant aussi sur Google, c'est que l'IA... alors là, c'est des images Shutterstock qui sont proposées, mais apparemment, on pourra tout de suite déjà utiliser des images dans cette IA. Voilà. Donc là, on demande une robe pour un mariage en extérieur, mais dans certaines conditions, voilà, avec du Google Shopping derrière proposé. Évidemment, hein, il faut générer la tunasse, évidemment. Donc, à propos des... voilà, enfin, après la demande sur la robe, on peut réagir, ça garde le contexte en demandant effectivement des informations sur des chaussures qui pourraient bien aller avec la robe, tout ça, tout ça.
J'avance un petit peu dans la vidéo. Ah voilà, ça c'est intéressant. Compare deux endroits pour manger près de moi qui peuvent être bien pour des grands groupes. Ça, effectivement, c'est une problématique qu'on peut vivre quand on bosse en entreprise, hein. On veut faire un repas avec tous les collègues. C'est un peu galère de trouver des restaurants qui peuvent accueillir du monde. Notamment, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des restos... alors, je pense notamment à Paris, où il peut y avoir vraiment des restos très petits et des restos très grands. Donc, effectivement, c'est une demande qui peut être faite, etc., etc., quoi. Oui, pour l'instant, c'est qu'en anglais, hein, tout ça. Donc là, il vous présente des trucs... Très bien. Bon, bref, voyez un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc, Google a fait une petite vidéo promotionnelle là-dessus. On va avancer. Cette boîte indique bien que l'IA est générative et expérimentale, mais relègue pourtant les résultats traditionnels au second rang, si ce n'est quelques liens triés sur le volet, utilisés pour la génération de la réponse. Oh, pour un groupe où il y a des végétariens, donc il analyse dans quel resto il y a ces options. Ouais, exact, quand tu as des régimes spéciaux, donc ça peut être vegan, végétarien, ou même des régimes médicaux aussi, hein. Ça peut être sans gluten, ça peut être avec peu de sel. C'est con, mais il y a des gens, il y a des gens qui doivent faire super attention à leur tension, donc ils ne peuvent pas manger des choses très salées. Donc là, l'IA pourrait peut-être éviter de recommander certains fast-food. Il y a des gens qui doivent faire attention à ne pas manger trop sucré. Etc., etc. Donc, effectivement, un régime de banane. Excellente vanne, mon cher Mediosam, bien sûr. C'est terrible. Bref, donc effectivement, non, il y a beaucoup de choses comme ça où l'intelligence artificielle peut être super utile. Mais surtout, il faut comprendre que là, on est vraiment, et c'est ce qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'on est au niveau 1 de l'IA. Pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu bizarre d'écrire dans une barre de recherche « Trouve-moi des restos dans lesquels il y a des régimes sans machin, sans bidule ». Mais il faut toujours essayer de se projeter et de le voir, je trouve, à année plus 5, année plus 10, où peut-être qu'on aura beaucoup plus le réflexe de discuter en vocal. Et moi, je trouve que c'est des choses qui se disent beaucoup plus facilement à l'oral qu'à l'écrit. Écrire une longue phrase qui dit « gna 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 », trouve-moi un bon trajet à vélo à faire pour sortir de machin. Enfin bref. Voilà. Mais le moment où on aura vachement pris l'habitude de parler peut-être plus à l'oral avec son téléphone ou ce genre de choses, moi, c'est pas un réflexe que j'ai aujourd'hui. À ce moment-là, je trouve que ça aura beaucoup plus de sens. Et c'est pas impossible que dans un futur proche, on soit beaucoup moins gêné de parler à l'oral à nos téléphones. Parce que pour le coup, c'est un truc que j'aime pas faire moi dans la rue. Je n'aime pas parler à mon téléphone dans la rue. J'ai l'impression d'être un con. Mais c'est moi, hein, c'est moi. Mais c'est vraiment un blocage sociétal. Parce qu'en vrai, bon, ça peut complètement changer, quoi. Voilà. En mode Jarvis. Ouais, en mode Jarvis, ouais, tout à fait. Google a pris des pincettes lors de la présentation de cette fonction clé. Il ne s'agit que d'un test qui sera d'abord proposé par le biais de sa nouvelle initiative Labs. Tout à fait. D'ailleurs, Flonflon, il faut que je te... Si tu es toujours dans le chat, je me suis inscrit à la bêta de musique LM. Il faut que tu le fasses aussi. Mais je me disais que ça pourrait être cool de faire un truc ensemble là-dessus où, en gros, générer des morceaux par IA. Là, si j'arrive à avoir l'accès et tout, ça serait grave cool. C'est l'IA de Google pour générer de la musique artificiellement. Très, 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 très curieux de voir ce que ça peut donner. Et surtout très curieux d'être un peu aux premières loges d'un... Moi, je considère que ça va être un changement dans l'industrie musicale terrible dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je vais pas digresser trop longtemps là-dessus, mais le fait de pouvoir générer de la musique par IA, ça va vraiment bouleverser beaucoup de choses, je pense. Voilà. Gmail va aussi avec de l'IA, va permettre de générer vos emails. Hein. Première annonce qui va ravir les flemmards. Alors bon, ça vraiment, c'est jamais un truc que j'aurais écrit. Moi, je trouve ça tellement... un peu réac d'écrire un truc comme ça. Mais bref. Donc, Gmail sera bientôt doté d'une nouvelle fonction baptisée en anglais Help Me Write. Le principe, ce petit module va analyser les missives que vous avez... Ah putain. Flonflon qui me dit je prends 2000 € par heure pour une intervention. Putain. L'enfer. Vous voyez, c'est ça. Les streamers, quand ils commencent à grimper, ils deviennent très exigeants. Ils prennent le melon. Voilà. Super. Super, ça dégoûte, bien sûr, évidemment. Le principe, ce petit module va analyser les missives que vous avez reçues et vous aider à y répondre. Exemple montré sur scène. En quelques secondes, Help Me Write crée automatiquement une demande de remboursement de billets d'avion.
en réponse à un prompt de quelques mots. Il est ensuite possible d'affiner sa réponse et de la rendre plus concise ou au contraire plus argumentée. Alors là, pour le coup, pour moi, il n'y a absolument rien de révolutionnaire si on a un peu touché à ChatGPT. Effectivement, par exemple, là, il dit cher customer service, donc service client, merci pour le voucher. Cependant, je voudrais faire la requête, faire la demande d'un remboursement de mon vol annulé, DF 4540, blablabla. En fait, quand on utilise un peu de ChatGPT, on se rend compte que ces emails sont tellement formatés que c'est pas très compliqué pour une IA de générer des choses très professionnelles et très cadrées. L'IA, pour le coup, si vous voulez générer des choses très cadrées, ça marche très très bien. Et j'en ai parlé hier, mais un exercice que je vais donner à des étudiants demain, c'est d'écrire des mails d'agences de communication pour des influenceurs. C'est un cours où j'explique un peu comment fonctionne tout le business. Et je vais leur montrer avec ChatGPT comment générer ça. Et moi qui ai un peu expérimenté, je trouve que le résultat, je vous l'ai montré, je ne l'ai pas montré, je crois, mais bon, à l'occasion, je vous le montrerai. C'est très très bluffant. Bref, avançons un peu. Donc, voilà, donc vous aurez le Help Me Write, aide-moi à écrire de Google directement intégré à Gmail. Maps, vous aurez une petite news. Alors, ça, vraiment, on va passer très rapidement dessus. Je vous montre. Sur Google Maps, vous aurez une espèce de prévisualisation. Apple l'a un petit peu fait aussi en ayant vraiment filmé les routes. En vrai, mais si vous regardez, vous aurez en gros pendant un trajet une prévisualisation du trajet de cette façon. Donc ça vous plonge dans la cartographie Google Maps avec un peu de 3D et de choses comme ça. Et c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont du mal à se repérer dans la rue, qui ont du mal à suivre des trajets. Je trouve ça plutôt cool. Il y a également une analyse du trafic. Ça, c'est assez bluffant. En fait, techniquement, c'est pas si compliqué, hein, l'analyse du trafic de Google. C'est plutôt malin ce qu'ils ont fait. Ils analysent simplement le nombre de personnes qui utilisent Google Maps dans leur voiture ou Waze. Et ça leur permet de voir s'il y a énormément de voitures bloquées à un endroit. C'est très, très, très malin, je trouve. Voilà pour cette vue immersive pour Google Maps. Vous aurez également des ajouts dans l'édition de photos, donc directement sur les smartphones. Par exemple, vous voyez dans ce petit extrait que on va pouvoir générer artificiellement, par exemple, le côté d'une image, ou si on a raté une image, vous voyez, là, il y a une photo avec un petit enfant qui tient des ballons, sauf que l'image a été mal cadrée. Ça, je trouve ça assez bluffant quand même que ça soit... là, pour moi, ce qui est bluffant, c'est plus l'ergonomie du truc. Parce que ça, on peut déjà le faire avec une IA. C'est pas si compliqué que ça de le faire avec Stable Diffusion. On l'a déjà fait sur Nowtech. Mais ce qui est bluffant, c'est de le rendre accessible à tout le monde. Voilà, et de le rendre simple. Donc très curieux de tester un petit peu cette édition de photos qui va aller combler et rattraper des photos mal cadrées. Ça pose des débats philosophiques quand même sur qu'est-ce qu'une photo. Est-ce qu'une photo qui a été bidouillée de cette façon garde la même charge émotionnelle? Il y a plein de questions à se poser, je trouve. Voilà. On va avancer un petit peu. Bard qui rattrape son retard sur ChatGPT. Il est plus intelligent. Donc ça, je vous ai dit, il fonctionne avec Palm 2. Et vous voyez, par exemple, on va pouvoir lui demander des choses avec une photo. Typiquement, write a funny caption about these two. Donc en gros, on peut donner une image, on peut demander un prompt par rapport à l'image. C'est un truc que ChatGPT a annoncé avec ChatGPT 4. Oui, c'est ça, mais qui n'est pas encore implémenté dans l'outil ChatGPT. Mais en gros, on va pouvoir donner une image, l'IA va l'analyser et va aussi analyser votre prompt et générer des choses. Par exemple, on pourrait très bien demander quelle est la meilleure race quelles sont les deux races de chiens que tu vois sur l'image, ou alors quelle est la meilleure des races, dans le sens, quelle est la race de chien la plus simple à éduquer, par exemple. Et l'IA sera capable de vous répondre parce qu'elle aura analysé l'image et voilà. On pourrait très bien aussi demander comment reproduire cette photo avec, par exemple, des techniques photographiques, peut-être ce qu'on appelle la golden hour, quand on fait de la photo pour avoir une jolie image qui détourne un peu vos sujets, une image un petit peu dorée, orangée, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités qui vont être faites et ça, je suis très curieux de voir quel impact ça va avoir sur nos travaux. Voilà. N'hésitez pas à commenter dans le chat, je vous lirai à la fin. Je finis le récap et je vous lis à la fin. Voilà, donc si vous voulez réagir, vous pouvez le faire, hein, je vous rattrape après.
Tac, 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 avançons. Et comme le prépare OpenAI avec les plugins de ChatGPT, il sera aussi possible de profiter de l'expertise de services tiers comme Wolfram Alpha. Donc ça, c'est effectivement, c'est pour tout ce qui va être calcul maths, Kayak pour la réservation d'avion, il me semble, un Kayak, ou Adobe, avec qui Google a signé un partenariat dans la génération d'images. Ça, c'est fort. Pour le coup, Microsoft et OpenAI se font des bisous, mais Google qui fait des bisous à Adobe, c'est très intéressant pour eux. Dans les autres nouveautés, Bard va accepter du texte mais aussi des images, donc ça je vous l'ai montré. Bard est désormais disponible dans 180 pays dont la France, mais toujours en anglais, donc le français arrive bientôt. C'est là où ChatGPT a quand même une avance encore. Salut Neru, comment tu vas? Moi je me pose la question d'où tu as trouvé un endroit pour s'inscrire à Musique LM. Tape sur Google Musique LM Google Labs et tu vas le trouver. En fait, tu peux t'inscrire sur Google Labs. Et espérer avoir un accès. T'as vraiment, enfin voilà, j'y crois pas trop, hein, mais voilà. Vous collaboriez avec des humains, désormais vous pouvez aussi collaborer avec l'IA. Google a implémenté des outils d'IA générative dans ses produits bureautiques que sont Docs, Sheets et Slides. Ça, j'ai très hâte de pouvoir tester dans cette suite bureautique. Parce que c'est vrai que par exemple mes cours je les prépare pour le coup sur Slide, ça me permet d'avoir une sauvegarde et de ne pas les perdre parce que j'ai trop peur de perdre le travail que je fais, donc voilà. Et cela ressemble beaucoup à ce que Microsoft a présenté pour ses propres outils il y a quelques semaines. Il suffit d'ouvrir un petit module baptisé Sidekick en interne situé à droite de l'interface. Alors pour l'instant ce n'est pas dispo encore, en tout cas je ne l'ai pas vu. J'ai ouvert Google Docs ce matin et j'ai pas du tout vu Sidekick. Je sais pas si dans le chat vous avez vu des choses là-dessus. Mais je pense que c'est pas encore dispo. De toute façon, si c'était dispo, ça sera en anglais et ça m'intéresse pas. Moi, j'en ai besoin en français. Voilà. Donc Docs, on va pouvoir, dans Google Docs, avoir le Help Me Write, donc pouvoir continuer d'écrire du texte. On a déjà ça dans Notion, notamment, qui a déjà implémenté des choses comme ça. Dans Google Sheets, on va pouvoir générer des tableaux automatiquement. Ça, pour le coup, à tous mes Excel fanboys et fangirls du chat, ça c'est un banger, ça. Parce que même si on adore détester Excel, on a un petit kink avec Excel quand même. Il y a quand même quelque chose de si satisfaisant à avoir un Excel bien fait, où vous savez, vous déroulez et votre formule elle fonctionne et vous êtes là. Écoutez, moi c'est mes kinks à moi, pas de jugement dans le chat, vous avez le droit de juger, pas de jugement dans le chat, même si je fais pas beaucoup d'Excel en ce moment, je vous avoue qu'un petit Excel qui est bien fait, voilà. Et dans Google Slides, alors moi c'est le truc qui m'intéresse le plus, hein, effectivement, ça va permettre de générer des images insérées dans une présentation, si on peut le faire de façon totalement rapide et tout. Là pour le coup je dirais que quand je prépare mes cours, le truc où je perds le plus de temps, c'est de trouver des images libres de droit pour les insérer dans mes slides. Parce que vous savez que quand on fait des prêts, l'imagerie est hyper importante, hyper forte. Je préfère transmettre mes idées avec des images qu'avec des mots. Alors même si des fois, voilà, je ne peux pas tout faire. Mais les slides où il y a des images qui représentent ce que je veux dire, c'est vachement plus fort. Et j'essaye de toujours privilégier une image forte qu'un bloc de texte. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le truc où je trouve que c'est le plus important. Voilà. Pour définir le cap qu'il suivra, Google a donné la parole à James Manica, senior vice-président au sein de Google et Alphabet, qui supervise Google Research et Google Labs. Celui qui est également docteur en AI, en intelligence artificielle et robotique, remettait en perspective le contexte actuel. L'IA est une technologie qui est toujours émergente et pour laquelle il y a beaucoup à faire. Une prudence qui, après l'immobilisme de façade des derniers mois, a trouvé une expression volontariste dans un credo maintes fois répété pendant la keynote, blablabla. En gros, ils disent, chez Google, construire une IA innovante demande une approche responsable. Très bien. Oui, bon, sur la vie privée, des choses à redire. Bref, ainsi, pour éviter que l'IA ne renforce les biais ou ne serve de mauvaises intentions, pour faire en sorte qu'elle soit utile à tous, Google a décidé d'appliquer les 7 principes qu'ils avaient édictés en 2018 comme des lois de la robotique pour l'IA. Être bénéfique socialement, éviter de créer ou de renforcer des biais, être conçu et testé avec la sécurité en tête, être responsable devant les utilisateurs, intégrer les principes respectueux de la vie privée, maintenir des standards d'excellence scientifique exigeants, être mis à disposition pour des usages qui sont en accord avec ces principes. En accord avec ces lignes directrices, Google va notamment mettre en place un moyen de watermarker les images créées par une IA. Ça, c'est assez intéressant. C'est un truc dont on vous parle assez régulièrement.
les images générées par IA vont être utilisées à des fins de désinformation, donc il faut un moyen de pouvoir les tamponner. Voilà, soit on tamponne les images créées par une IA, soit on tamponne les images créées par un vrai appareil photo, ça inclut smartphone aussi. Dans tous les cas, il faut trouver un moyen technique pour certifier des images. Voilà, définitivement, ça va être absolument obligatoire. J'avance un petit peu et on va parler d'Android. Bah oui, hein, voilà, à tous les fanboys et fangirls Android bien sûr dans le chat. Si la majeure partie de la Google I.O. a été dédiée à l'intelligence artificielle, Google ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur Android, son OS star. D'autant que cette année est une année importante. Android 14 va en effet s'ébattre ok, officiellement sur des écrans plus grands, qu'il s'agisse de ceux des Pixel Fold ou des Pixel tablettes. Pour sa tablette, Google a mis en avant ses applications revues spécialement pour profiter d'écrans plus larges, 50 applis faites maison et celles d'éditeurs tiers, ainsi qu'un multitâche bienvenu. Mais il a aussi et surtout présenté des comptes utilisateurs, Hello Apple, c'est pour quand, okay, qui permettront à chacun de préserver sa vie privée, même sur un appareil partagé avec toute la famille. Moi, ce qui m'agace, c'est quand on utilise le terme vie privée. C'est pas la même vie privée que ma définition personnelle. Mais bref, là, c'est la vie privée de les infos restent chez Google, elles vont pas autre part. Alors que pour moi, la vie privée, c'est les infos restent chez vous et vous concernent personnellement. Bref, excusez-moi. Bref. Par ailleurs, Google a présenté une nouvelle version de Localiser mon appareil qui s'inspire d'Apple et repose sur un réseau composé des appareils Android. Des tags qui fonctionnent avec ce réseau ne vont pas tarder, donc on aura bientôt les AirTags de Google qui vont... Voilà, comprenez ça en sous-texte. Google a également profité de ce rapprochement avec son meilleur ennemi. Oui, quand ils disent meilleur ennemi, c'est... attendez, meilleur ennemi. Ah oui, non, pardon, quand il clash Apple, pour lui planter une banderille dans le dos, en rappelant qu'Apple fait toujours la sourde oreille pour l'adoption du RCS. Ça, pour le coup, putain, ouais, j'ai vraiment hâte que iMessage dégage et qu'on ait enfin du RCS, qu'on ait un protocole unifié pour les messages qu'on envoie, quoi, que les SMS dégagent, parce que c'est vraiment, peut-être certains l'apprennent, mais les SMS, c'est un des pires, en termes de sécurité, d'un pire vecteur de communication. Les messages sont absolument pas chiffrés, c'est une technologie qui est hyper vieillissante et il serait temps qu'on évolue vraiment sur les messages. Et pour le coup, iMessage est un vrai blocage et j'ai vraiment hâte à minima que en gros Apple intègre RCS. Quand vous discutez avec quelqu'un chez Android, ça discute en RCS et quand vous discutez avec du Apple, ça discute en iMessage. Mais au moins qu'il y ait les deux et que les messages soient chiffrés, quoi. C'est vraiment indispensable. Je sais plus ce que veut dire l'acronyme RCS, c'est Real, c'est Machin Communication System, un truc comme ça. Attendez. RCS, si je mets Google. Why RCS? Blablabla, blablabla. Blabli, blabli. Parce que c'est un standard, hein, RCS, hein, c'est pas un truc de Google. Bloublibla. Putain, l'acronyme, s'il vous plaît. Attendez, RCS. Wikipédia, bien sûr. RCS. Rich Communication Services. Ouais, c'est ça. Rich Communication Services, c'est un protocole de messagerie, blablabla. Bla bla bla. Voilà. Ça serait vraiment très bien que ça soit ajouté, hein, effectivement. 3 réponses dans le chat, toutes différentes. Mais FRJS, tu sais ce que c'est le chat de Twitch. Tu as mon algorithme. Alors, l'algorithme du chat de Twitch, il est simple. Quand vous posez une question, parfois une question où il y a un petit débat ou un petit truc, quoi. Enfin bref. Une personne va dire quelque chose. Vous pouvez être sûr que le message suivant, ça va être l'inverse. Ou autre chose. Ça se prouve à chaque fois. À chaque fois. Et je vous avoue que moi, ça me régale. À chaque fois, je suis là. L'algorithme du chat de Twitch, bien sûr. Plaisir. Pourtant, plus de 800 millions de personnes utilisent ce protocole chaque mois et le cap du milliard devrait être dépassé d'ici la fin de l'année, se réjouit Google. Très bien, très bien. Au-delà de ces combats, Android 14 sera la version de la personnalisation grâce aux intelligences artificielles génératives. Alors oui, un truc qui me fait un peu débat, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il y aura la possibilité dans Google Messages, donc dans les SMS de Google, quoi, enfin dans les RCS de Google, de faire appel à la fonction Magic Compose pour écrire un message. Donc en gros, on pourra écrire des messages avec de l'IA, enfin des SMS avec de l'IA.
Euh, je suis un peu curieux de voir... En fait, moi, je trouve que si je sens qu'une personne m'a envoyé un message généré par une IA, je le prendrais mal, je crois. Genre, si je vois que je pose une question un peu importante, ou je dis à une personne, que vous êtes brouillé avec quelqu'un et que vous lui dites, viens, on en discute ou quoi, et que la personne vous dit, il est important de rappeler que la discussion, quand vous êtes en tort, vous voyez, si la personne vous sort un truc généré par IA, je sais pas si je le prendrais pas un peu mal. Bref, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Tu dis quoi ? Tout qu'une affaire de point de vue. Non, mais je sais pas. Peut-être c'est moi. Bref. Voilà pour ces petites évolutions. Bon, j'avance un peu. Il y aura un peu de personnalisation sur Android 14, mais voilà. En gros, ce qu'il faut retenir d'Android 14, c'est adaptation aux téléphones pliants et aux tablettes. Voilà. Encore une fois, pas d'inquiétude, je vais vous lire dans le chat. Je vais remonter un peu dans vos messages. Je finis. L'article est long. Hein. Putain, 8h40. Bon, on va passer le mug sur la Google I.O. Si ce futur débordant d'IA vous fait de l'œil, sachez que quelques-uns des projets dévoilés par Google au cours de sa keynote sont d'ores et déjà accessibles via une liste d'attente. Pour ceux que ça intéresse, je vous copie le lien pour s'inscrire à certaines avant-premières, on va dire. Et il y a eu l'annonce, on va faire ça rapidement, parce que pour le coup, il n'y a pas trop voilà. Il y a eu l'annonce, vous l'avez vu, donc, du Google Pixel Fold, un téléphone donc c'est un téléphone pliant. La face avant du téléphone, l'écran de base, fait 5,9 pouces en mode plié, écran OLED 120 Hz, donc même sur cette face avant. Et quand vous le dépliez, le téléphone, 7,6 pouces. Et pareil, un écran OLED 120 Hz. Une bonne partie photo pour ce Pixel Fold. Donc honnêtement, ça c'est quand même plutôt chouette. Après, a priori, il n'y aura que 3 ans de mise à jour système, ce qui reste un vrai problème. Le téléphone coûte également 1900 boules, pardon. Voilà. Quand c'est cher, j'utilise le terme de boule. Quand c'est un prix raisonnable, je dirais toujours les euros. Mais non, vraiment, 1899 € pour un téléphone pliant, c'est plus cher que le Galaxy Z Fold 4. C'est un peu compliqué. Surtout, s'il n'y a que 3 ans de mise à jour système. Alors oui, il y a 5 ans de mise à jour de sécurité, mais 3 ans de mise à jour... Imaginez, c'est comme si vous achetiez un ordi portable à quasiment 2000 € et que vous savez en avance que votre ordi ne sera mis à jour que pendant 3 ans. Voilà. Alors, allez. Même 5 ans, en vrai, mais bref. Moi, je pète un câble. Oui, le Z Fold 4 est moins cher, ouais. Je pète un câble. Si je dépense 2000 €, je dépense le luxe. Je paye le luxe. Je veux le luxe, même en termes de mise à jour. Et en plus, il y a plein de questions à poser aussi sur le service après-vente, sur la réparation. Enfin, il y a plein de garanties à avoir. Je sais qu'on est beaucoup à... Enfin voilà, il y aura beaucoup de gens qui pourront acheter ça en mode... des gens qui ont la capacité d'acheter ce produit un peu en mode coup de cœur, premier testeur, excitation du truc, mais c'est là où c'est important d'avoir un peu de savoir raison garder aussi. C'est 1900 € quoi. 1900 € pour un truc où je trouve qu'il n'y a pas encore assez de garantie sur un service après-vente de qualité et tout. C'est là où c'est pas pour faire les fanboys, je sais qu'à chaque fois on nous taquine là-dessus, mais pour le coup, quand on achète un iPhone ou un Mac à ce prix-là, bah on sait que s'il y a une merde, on peut aller en Apple Store, quoi. Et c'est con, mais c'est quand même un gros argument. C'est un argument extrêmement important. Bref, donc voilà, Google Pixel Fold, ça a l'air sur le papier d'être un excellent téléphone pliant, mais vraiment, il faut voir un peu ce que ça va donner à long terme. Voilà. Également, il y a eu l'annonce de la Pixel Tablet, une tablette de 11 pouces propulsée par le même processeur. Donc tout ce dont je vous parle, c'est le Google Tensor G2, qui est un bon processeur. Honnêtement, c'est plutôt très correct. Et par contre, la tablette, je trouve qu'il y a une décision de la part de Google qui est un peu étonnante. C'est que cette tablette coûte 679 €, ce qui est quand même assez cher. Mais elle coûte ce prix-là parce qu'elle est uniquement vendue avec son dock. C'est-à-dire que cette tablette est vendue avec ce petit dock que vous voyez ici. C'est aimanté, vous pouvez la poser. Ça décuple un peu les possibilités de la tablette. Ça se transforme en enceinte connectée. Donc, sur le papier, le produit est assez sexy, très honnêtement. Mais ça gonfle énormément le prix de la machine. Voilà, et c'est dommage que Google ne vende pas la tablette en solo, quoi.
Là, je ne comprends pas la décision. Bref. Et par contre, je trouve que la meilleure news du jour, c'est le Pixel 7a. On va en reparler très bientôt du Pixel 7a, a priori. Il y a déjà, je crois, Brandon qui a fait une vidéo test. Hein, il faut que j'aille la voir. Notre poteau Brandon, on te fait des bisous. Parce que là, pour le coup, par contre, avec le Pixel 7a, Google a certainement frappé assez fort. Notamment parce que, bon, déjà, le design est plutôt cool. Moi, en tout cas, c'est un design que j'aime bien. Écran 6,1 pouces. La partie photo plutôt chouette. Mais surtout, le même processeur. Donc le Pixel 7a qui coûte 509 €, c'est quand même une somme. Mais je trouve que pour 509 €, bon, il y a toujours le problème de 3 ans de mise à jour système et 5 ans de mise à jour sécurité qui, moi, me chiffonne un peu. Mais on a un bon processeur. On a un peu l'interface Pixel qui est quand même très chouette. Pour ceux qui sont sensibles à la vie privée, on peut installer des ROM alternatifs plus facilement sur le Pixel et notamment des Graphene OS, Calyx OS et tout ça. Enfin, moi, c'est des choses qui me tiennent assez à cœur. Et il y a un peu que les pixels qui permettent vraiment ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc un prix plutôt ok. Il y avait un autre argument que j'avais en tête. Là, il me revient pas. Mais en tout cas, ouais, c'est sur le papier une très très bonne proposition. Et c'est bien meilleur que l'iPhone SE 2022 de chez Apple. Où là, pour le coup, Apple, ils sont complètement nazes sur les téléphones moyens de gamme. Là, franchement, oui, là Apple, vous êtes nuls, quoi. Vraiment. Et à 40 € du Pixel 7. Ouais, c'est vrai, ça pose des questions, effectivement. Voilà pour toutes les annonces. Je vous lis dans le chat, il est 8h45. Je pense qu'on va se cantonner à un mug lié aux annonces de la Google I.O. vu qu'à 9h, on aura donc Sylvestre Ledru, directeur de l'ingénierie chez Mozilla France. Et c'est également une personne, vous verrez un petit peu son CV sur LinkedIn, qui a quand même bossé à beaucoup de choses chez Mozilla, qui a l'idée pas mal de choses. Donc c'est une chouette personne qu'on va voir dans le mug d'ici un petit quart d'heure. Voilà, je remonte un peu dans vos messages, hein, je remonte un petit peu plus haut dans le chat, je vais vous lire. Tac, c'est déjà dispo. Ah putain, mais je peux pas remonter plus haut que ça? Merde, bon bah n'hésitez pas à remettre un message si vous l'avez déjà mis. Je peux pas aller plus loin que le moment où on parlait de Google Maps et de la vue immersive. Technique Savoir, tu dis, pourra-t-on décider de ne pas utiliser l'IA dans ces services? Bah a priori oui. Bah, rien ne te force d'utiliser les résultats de l'IA. Hein. Alors, ça y est, l'IA sait reconnaître des races de chiens. Bah t'as déjà Google Lens. Hein. Google Lens, si tu lui donnes une photo d'un chien, et je pense qu'il est capable de te reconnaître la race. Hein. Oui, j'avais vu Maxo31. Maxo31, il dit dans le chat, il y a 3 ans, il y a une personne qui avait fait une expérimentation. Il s'était baladé avec beaucoup de smartphones sur lui et il avait installé Google Maps dessus. Et en gros, il avait réussi à créer un faux bouchon virtuellement parce qu'il avait plein de téléphones et il était à pied. Donc il avait créé un faux ralentissement. C'était assez rigolo. Je crois que Bard n'est pas dispo en France. Ouais, ça, on en a parlé. Le plaisir qu'en fait de l'Excel. Les fantasmes ne se discutent pas. Rien de plus satisfaisant qu'un Excel bien fait. Ah, on est bien d'accord. Je fais ça sur Canva et pas mal d'images de GIF pour faire mes cours. Ah, c'est pas con. Canva, je pourrais peut-être me mettre un peu sur Canva. Et je trouve que c'est vrai que peut-être que Canva a un peu plus d'avantages que Google Slide. Google Slide, ils sont un peu à la bourre sur certains trucs, je trouve. Ça s'est bien passé la section de cours de l'autre fois. Ouais, c'était grave cool. J'ai eu des étudiants adorables et tout, c'était vraiment trop bien. Et juste, je prends 10 secondes. C'était drôle parce que les étudiants que j'ai eus, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui ne regardent pas YouTube du tout. Qui sont très sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres réseaux et qui sont pas du tout au courant de YouTube, quoi. C'est vraiment pas un réseau qui leur correspond. Ils les annoncent quand, leur tag? On n'a pas d'infos, pour le coup. Ça t'embête pas que les RCS passent par Google? Non, c'est un protocole ouvert. Enfin, c'est un protocole open source, les RCS. Donc, alors, je sais pas si open source serait le bon terme dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est un protocole universel. Donc, non, c'est pas, en fait, c'est pas qu'il passe par Google, c'est que Google a implémenté ce protocole plutôt. RCS n'est pas chiffré par défaut, mais je crois que Google les chiffre. J'espère, pas dire de bêtises.
Ce que j'ai trouvé un peu long, ah ça m'intéresse. Ce que j'ai trouvé un peu long dans cette conf Google I.O., c'est qu'ils ont voulu répondre à chaque grand acteur du marché, Microsoft et sa présentation de Copilot dans Office, OpenAI et ses plugins. C'est normal, mais avec beaucoup trop de disponibles plus tard dans l'année. Ah d'accord. Ok, donc ça c'est ton principal reproche. Mais évidemment, ils ont tout l'écosystème pour être puissants sur le marché de l'IA générative. Moteur de recherche, cloud, environnement de développement, device, OS. Je rajouterai aussi suite bureautique. Mais très poussif cette conf. Ok, c'est ton ressenti Argonaut. D'accord. Ouais, j'imagine que c'est très frustrant le côté on est en train de faire ça, mais pas encore dispo plus tard dans l'année. Je pense que si je regarde une conf, ça me rendrait un peu dingo, ouais. Pixel Fold, Pixel Tablette. Je regarde, j'ai l'impression que quelqu'un est devant l'atelier. Je ne sais pas si c'est mon invité, je ne sais pas. Une IA qui analyse la dictée de nos messages pour pas écrire n'importe quoi serait bien. Ils n'ont pas parlé des passkeys, je sais pas, j'ai pas vu. 1900 balles pour 3 ans de mise à jour. Ouais, on est bien d'accord, les gens, ça. Moi, vraiment, définitivement, c'est pas normal. Google devrait être le leader. Google devrait proposer, pour moi, à minima, 4 à 5 ans de mise à jour système, donc de version d'Android, et 5 à 6 ans de mise à jour de sécurité. Et pourquoi pas faire les deux en même temps, d'ailleurs. Hein. Enfin, en soi, moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, le Pixel 3 n'est plus mis à jour, alors que le Pixel 3, même peut-être le Pixel, bientôt le Pixel 4, à la fin de l'année, il est plus mis à jour, le Pixel 4. Pourtant, c'est pas des vieux téléphones, quoi. Pixel 3, il est totalement capable d'encaisser plein de choses. Moi, ça me rend dingo. Merci Nerda, merci Gukivaeya, merci Arwan Kenobi pour vos subs. Merci beaucoup. Mon ordi a 8 ans et Microsoft. Ah oui, c'est bien mes invités qui sont devant. Bah, je prends encore quelques minutes pour vous lire. Je leur réponds. Hop. Hello. Je finis un article et je vous ouvre. Voilà. Ok, bah c'est cool, ils sont un petit peu en avance, c'est chouette. Je vous lis un petit peu dans le chat et je vais aller les chercher dans 1 minute. Je suis pour que l'Europe impose une durée minimum de support logiciel. Je crois qu'il y a des discussions, on en avait parlé dans le mug là-dessus. S'il y avait un clavier, ça ferait un 3 ans incroyable. C'est vrai qu'un petit clavier sur la Pixel tablette, ça pourrait être chouette. Payable en plusieurs fois, je préfère prendre un iPhone 15 Pro, je ne suis toujours pas convaincu par les pliants. On va voir ce que va donner le Google Fold. Je ne crois pas en la première itération du Google Fold, mais peut-être le Google Fold 2, le Pixel Fold 2, peut être un super intéressant. En tout cas, moi, la vidéo de Mister Mobile que j'ai vue m'a pas mal convaincu du Fold et du fait qu'ils aient un format beaucoup moins vertical que le Samsung Z Fold, qui lui, pour le coup, a vraiment un format très bizarre, en fait. Après, pour quelques dizaines de plus, il y a le Pixel 7 avec de meilleures fonctionnalités sur la photo. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, le 7A risque de baisser aussi. Hein. Installer un Graphene OS est clairement d'intérêt non négligeable pour un téléphone estampillé Google. Ah, pour moi, oui. Mais après, c'est très niche. Hein, voilà. Google Lens, c'est fou et peu connu. Ah oui, non, mais si vous avez jamais testé Google Lens, c'est bluffant. Canva, c'est top tier en termes d'accessibilité. Ok, merci pour ton message, Néo. Merci d'être venu sur le chat pour dire ça. Vu que c'est la première fois que tu écris dans le chat. Je viens de tester Google Lens sur mon Tekel, il m'a dit que c'était un Doberman. Bon, il y a peut-être quelques améliorations à faire, mais globalement, les gens sont assez contents. L'IA sur les SMS, ça permet d'éviter d'écrire des bêtises à cause du T9. Moi, je dis pourquoi pas. T'es encore en T9, Alf ça date quand même. Ça date. Bon, mesdames et messieurs, je vais pas faire poireauter plus longtemps les invités parce que ils attendent dehors et c'est pas très très cool. Je vous mets en pause. On revient d'ici quelques minutes. Donc, je vous l'ai dit, on aura Sylvestre Ledru, donc directeur Mozilla France de l'ingénierie. On va discuter de l'IA avec lui. D'ailleurs, on va continuer un petit peu sur ces sujets. On va discuter de l'avenir de Mozilla, de Firefox. On va parler un petit peu du débat autour du blocage des sites pornographiques et tout ça, parce que donc Firefox a un petit peu communiqué là-dessus. Donc on va discuter de tout ça, on verra en fonction du feeling. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Mozilla, voilà, n'hésitez pas, Mozilla, Firefox, tout ça, n'hésitez pas à les garder au moment où Sylvestre sera là, et je vais les chercher, je vous mets en pause pendant quelques minutes, le temps aussi de leur faire un petit café, bien sûr. Restez connectés, on arrive. Je mets la petite pause, à tout de suite, et on arrive pour le Entre 4 œufs. À toutes.
On est là, ça régale. Est-ce que ton micro fonctionne, Sylvestre? J'ai l'impression, oui. Ça va? Super. Ouais, tranquille. Bonjour le chat, comment ça va? Désolé pour l'attente. Donc on se retrouve avec Sylvestre Ledru. On va parler de plein de sujets trop cool. Voilà, j'ai préparé des petites questions, bien sûr, mais on verra en fonction du feeling un petit peu de l'interview. Donc tu as le chat ici. Voilà, donc tu peux lire. Attention, le chat, soyez cool. Hein. Attention, on vous surveille. Bon, j'ai l'habitude, hein, ça va. De quoi? Que les gens soient un peu trash parfois. C'est vrai? Ça arrive, ouais. De quoi? Où ça? Dans le monde du logiciel libre, ça arrive quand même assez souvent d'avoir des gens passionnés. On va être gentil. Ouais, on va dire des gens passionnés, exactement. Ça me fait beaucoup rire que tu dises ça, parce que oui, il y a surtout Linux. Je suis allé voir aussi ton blog un peu. Ouais. J'ai un peu bossé avant que tu viennes, j'ai un petit peu bossé. Et j'étais là, vas-y, ça régale le blog avec du Linux, des choses comme ça. Ça fait plaisir. Moi, c'est un monde que je vois beaucoup moins aussi en ce moment. Alors Sylvestre, présente-toi un petit peu. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je t'ai vendu comme le directeur de l'ingénierie de Mozilla France. Est-ce que je me gourre ou est-ce que c'est... On est une boîte intéressante, Mozilla. On existe depuis... la structure, plus ou moins, existe depuis 25 ans. En fait, les 25 ans de Mozilla, qui est grosso modo quand Netscape a été open sourcé. Donc, quand les sources ont été accessibles à tous. Et ce qui était la première fois qu'un gros logiciel était ouvert à l'époque. Bon, maintenant, c'est classique, mais à l'époque, c'était neuf. Et Mozilla a grossi autour de la communauté, c'est-à-dire qu'on a embauché pendant très longtemps, et même encore maintenant, des gens un peu partout sur la planète. Donc, par exemple, hier matin, je discutais avec un Néo-Zélandais qui habite à Perth. Okay. Je discute avec un Italien qui vit à Londres. Je discute avec des gens partout ça, c'est sur cool. la planète. Ouais. Et donc, la boîte a grossi autour des gens. Et donc, on a des équipes qui sont complètement distribuées. Donc, j'ai quelques personnes dans mon équipe qui sont en France, mais sinon, ils sont partout sur la planète. C'est pas compliqué niveau management, d'ailleurs, d'avoir des gens un peu partout dans le monde? Parce que tu as les fuseaux horaires qui, forcément... Ah oui, c'est... T'imagines, entre les États-Unis ou le Japon ou l'Europe, tu passes de plus 7 heures, moins 7 heures. C'est compliqué. Alors, l'Australien, il est un peu... Alors, il parle pas français, donc je peux dire qu'il est un peu cinglé. Aïe, ça tire à balles réelles, bien sûr. Ça, ouais. Et il arrête sa journée à 2h du matin. Donc, à chaque fois, on lui dit, t'es pas obligé, mais il continue. Donc, lui, il a décidé de décaler ses horaires pour pouvoir travailler dans une boîte où l'essentiel des gens sont en Europe. C'est un peu un hibou, quoi. Parce que j'ai un pote aussi qui aime bien bosser plutôt la nuit. S'il bosse jusqu'à 2-3 heures du mat, il est très content et il se réveille à 14 heures. Il adore bosser comme ça. Ouais. Mais lui, c'est plutôt l'exception. On a des Australiens et des Japonais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 réunions d'équipe la plupart du temps. Une le matin pour moi en France et une l'après-midi pour les Nord-Américains et les Européens. Donc on essaie de se coordonner. Et une des règles, c'est vraiment que les gens ils arrivent à trouver leur équilibre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens travaillent jusqu'à 4h du mat tous les jours. Quoi. Et puis des fois, il faut freiner un peu les gens parce que tu as des personnes qui peuvent jamais s'arrêter. Quoi. C'est des métiers passion. C'est des métiers passion, c'est des métiers de dev. Moi, je sais que j'ai vraiment eu, moins avec le taf que je fais aujourd'hui, mais il y a quand même eu des périodes où c'est vrai que tu peux passer... On a rigolé avant de démarrer l'interview parce que j'étais miagiste et c'est vrai que des fois même il y a des projets à la miage où tu dois faire le jeu de la vie, tu dois faire des trucs comme ça en code et t'es là... en vrai c'est stylé, tu vois. T'es dedans, tu vois. Et puis après j'ai découvert le web et j'ai trouvé ça encore plus cool. Et les milliards de frameworks JavaScript, ça par contre c'est plus chiant. Bref. Alors à la base on s'est un peu contacté parce que tu voulais qu'on parle de tout ce qui est autour de la sécurité en ligne, ce que fait Mozilla là-dessus. Il y avait le débat aussi, tu me dis si je me gourre, mais c'était ça, il me semble, des enfants, des mineurs, de tout ce qui va être en lien avec la pornographie, la sécurité, de comment on empêche les enfants de voir des contenus comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un débat, et c'est un peu ce que j'ai préparé dans mon interview, il y a aussi le débat, ce que j'ai tendance à trouver, c'est que c'est des débats un peu vain dans le sens où est-ce qu'il ne faut pas mettre plus l'accent sur l'éducation, mais est-ce que dans ce cas-là Mozilla met l'accent sur l'éducation? Enfin, c'est quoi un peu la position de Mozilla là-dessus et donc de Firefox forcément? Alors donc pour avoir un peu de recul, il y a des débats en ce moment au sein du gouvernement. Donc il y a eu des annonces hier ou avant-hier sur le filtre anti-arnaque. Il y a aussi un débat en ce moment sur comment est-ce qu'on protège les mineurs sur Internet. Donc, grosso modo, pour parler clairement, c'est que les sites porno, les moins de 18 ans ne sont pas censés y accéder. Voilà, et qu'on mette des systèmes à double anonymat ou des choses comme ça pour éviter... mais des systèmes qui sont assez critiqués aussi techniquement. Alors... Après, je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus. Ouais. Alors, donc là, le système dont tu parles, ça s'appelle double anonyme. C'est un système que la CNIL a étudié avec des gens de l'INRIA. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu as un tiers de confiance.
Donc imaginons par exemple Orange, et que le site pornographique demande à Orange est-ce que cette personne-là est autorisée, mais qu'il y a un anonymat au milieu, c'est-à-dire que Orange ne sait pas que tu as été sur tel site porno, et à l'inverse, le site porno ne sait pas qui tu es. En tout cas, ils voient qu'il y a une connexion. C'est ça, voilà, ils ont juste une connexion, mais ils ne peuvent pas a priori identifier d'où vient la connexion, à qui elle est associée. C'est ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un peu tes émissions, et je sais que tu aimes beaucoup Elon Musk. Ah non. J'ai senti la pointe d'ironie. Légère. Non, on trouve que... Non, il faut que j'arrête de te dire des insultes, c'est pas bien. Mais non, c'est vraiment quelqu'un que je trouve horrible. En fait, depuis, juste pour digresser là-dessus 2 secondes, c'est vraiment depuis le Covid et le fait qu'il ait fait bosser ses employés malgré le Covid. Moi, ça a été un peu le déclencheur. Dans le sens où le Covid, ça a affecté des proches autour de moi, ça a tué des gens, enfin il faut dire les termes. Donc une personne qui en a rien à foutre, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Bref. Oui, c'est clair. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand on voit le gouvernement dire Twitter aussi, il y a du contenu pornographique dessus, donc il faudra vérifier les plus visitants. Et donc il y a les débats après sur les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, donc c'est une boîte de Pandore. C'est très compliqué parce que comment tu... Enfin, il y a des gens qui disent Internet, c'est du porno. Enfin, comment tu peux bloquer vraiment techniquement le porno sur Internet ? Quand t'es ado, tu trouves toujours des failles pour essayer de voir des choses comme ça. Donc, c'est vrai que... Donc, c'est quoi la position par rapport justement au débat de mettons de l'argent dans l'éducation plutôt que dans des solutions techniques de blocage ? C'est quoi ton avis, toi, ou celui de Mozilla ? Alors, ce qu'on pense, c'est que nous, on aimerait bien que tu puisses régler tous les problèmes sociétaux avec la technologie. Ça serait bien. Toi, en tant qu'informaticien, c'est du boulot à vie, quoi. Oui, mais sauf qu'en fait, c'est pas possible. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc oui, tu l'as dit, ça passe par l'éducation. Donc il faut que les parents et malheureusement l'école, qui sont déjà surchargés de travail, faire ce travail-là d'éducation. Que ce que tu vois dans les vidéos porno, c'est pas la réalité. Oui, tout à fait. Ok. Je regarde un peu dans le chat, l'éducation pour éviter de ce genre de contenu. Ouais, c'est un peu notre opinion là-dessus. Et bon, a priori, des gens qui sont un peu dans le domaine, c'est aussi l'opinion globale. C'est qu'au lieu d'arriver avec des marteaux et de faire ponk sur les sites porno, d'ailleurs, ça m'a fait rire, je sais pas si tu as vu dans l'Utah récemment, il y a eu l'interdiction dans l'État américain de l'Utah des sites porno, enfin aux mineurs. Ils ont vraiment bloqué le truc et tout. Et l'explosion des VPN, des gens qui essayent de contourner le truc a complètement augmenté. Il y avait même des analyses un peu politiques marrant, les républicains les plus, on va dire, très conservateurs et très anti porno et tous ces sujets-là qui ont une demande énorme. Enfin, il y a vraiment tout un paradoxe là-dessus, quoi. Merci Camille Not a Girl pour ton sub, merci énormément. Y a-t-il des réflexions pour regagner des parts de marché de Firefox ? Ça, c'est une question que je voulais te poser un petit peu plus tard. Juste, je regarde s'il y a des petits commentaires un peu sur ce sujet-là. Il y a une polémique avec des contenus interdits sur le Kindle Store. Ça te parle ? J'ai pas vu ça. Non, je connais pas. Non, ok. La protection à coup de ban DNS. Ça, en vrai, quand on est un peu un técos, on sait que ça se contourne assez facilement. C'est un euphémisme. Ouais. Mais bon, après, le grand public, pour une grande partie des gens, tu dis DNS, ils sont paumés, quoi. Hein. Alors, on revient pour revenir sur le VPN. Et ça rappelle un peu Adopi il y a 10-15 ans aussi. C'est que... donc, imaginons que l'interdiction aux moins de 18 ans elle soit mise en œuvre avec une solution technique solide. Donc, déjà, on attend de voir. Mais déjà, imagine que ça arrive. On va voir les gens, ils recherchaient les VPN. Et quand tu cherches, je me suis amusé, Mozilla, on fait notre propre VPN. Je ne fais pas du placement de produit, mais hier, je cherchais mais il y a un VPN chez Mozilla. Sur l'App Store. Et il y a une quantité de VPN. Et comment est-ce que tu choisis le VPN auquel tu peux faire confiance ? Il y en a plein qui sont crado niveau données. Si c'est gratuit, qu'est-ce qu'ils font de tes données ? Comment est-ce qu'ils analysent, etc. Et donc, on va se retrouver avec ces problématiques de sécurité où des gens vont télécharger des VPN crado, comme tu viens de dire. Non, complètement. Je fais une petite précision que j'aurais peut-être dû faire en intro. Ton intervention n'est pas payée. Voilà, je le dis, c'est juste, voilà, on a été contacté et moi j'ai trouvé ça cool de pouvoir t'interviewer. On aimerait faire beaucoup plus d'interviews aussi dans le mug de gens chouettes. Donc voilà, il n'y a pas de lien financier entre Nowtech et Mozilla. Je tiens à le préciser. Parce que là, vu que tu as dit Mozilla VPN, les gens vont dire quoi ? Mais je suis en scandale ! Non, bien sûr. En plus, on en avait déjà parlé dans le mug du VPN de Mozilla. J'utilise Mozilla depuis toujours grâce à mon père qui en était adepte. J'adore votre service, surtout depuis la mise à jour. Depuis quelle mise à jour, Elisa, si tu veux préciser dans le chat, n'hésite pas. Je regarde un petit peu. Bonjour, ici, il n'y a pas de vérification avec la RGPD sur les apps.
C'est-à-dire, peut-être précise. Coucou à toi, Tati Déby d'ailleurs. Peut-être précise sur quelles apps tu veux dire, parce que en Europe, oui, tu as le RGPD qui peut être invoqué pour pas mal de choses. On l'a vu, ChatGPT a été un peu repris en Italie. Donc oui, en général, une application doit essayer de respecter le RGPD. Oui, alors la collecte des données, après... Sur les VPN, elle veut dire. Ah oui, sur les VPN, ouais. Bah oui, après, si tu le sais pas, qu'ils font des choses crado avec tes données, comment tu peux invoquer la RGPD? Et c'est des choses qui sont souvent cachées, qui sont quand même assez techniques, ça nécessite un degré d'expertise. Quand on est sur Facebook ou sur Twitter, on voit immédiatement les données qu'on partage. Ouais. Sur un VPN, c'est quand même assez technique. Et quand bien même le VPN... en fait, tu peux être aussi respecter le RGPD, mais collecter toutes les datas pour en faire un usage commercial ou pas. Si ta politique de confidentialité, elle dit très clairement on utilise vos données à des fins commerciales ou plus, enfin voilà, c'est OK avec le RGPD, mais ça en fait, l'usage reste crado, quoi, parce que tes données, elles partent dans des brokers, dans des endroits. Donc en soi, voilà. En tant que personne très investie dans Mozilla, vous avez quoi comme téléphone? C'est une question intéressante, ça. J'ai un Android. T'as un Android, open source, ouais. Pas open source? Non, c'est pas... Android est en grande partie open source. Oui. Donc c'est pour ça que j'utilise un Android et pas un iOS. Ouais. Après... je suis passionné d'open source, j'en fais depuis 20 ans tous les jours, mais j'ai jamais recompilé Android. Enfin, j'ai recompilé une fois Android, donc c'est la capacité de pouvoir regarder qui m'intéresse. Est-ce que tu as testé un peu, parce que c'est un truc dont j'avais pas mal parlé en vidéo, des ROM alternatives sur les pixels pour avoir du CalyxOS, GrapheneOS, ça te parle ou pas? Alors, je connais un tout petit peu, parce qu'à Mozilla, on faisait un système d'exploitation pour téléphone. Firefox OS. Tu sais que j'ai un pote à la Miage qui s'appelle Théo Chevalier. Je connais bien Théo, tu le connais? Bon, c'est rigolo. Qui a bossé sur Firefox OS et sur la partie trad, je crois. Oui. Il travaille encore. Mais il est toujours. C'était un bon copain à l'époque. Et je l'ai toujours, c'est juste qu'on s'est perdu de vue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc Firefox OS. Ouais, Firefox OS, bon, ça s'est pété la gueule, malheureusement. Ça a été un peu compliqué. Mais tout ça pour en revenir au fait qu'effectivement, moi, pendant longtemps, j'ai eu un Pixel avec un CalyxOS ou GrapheneOS. Et c'est plutôt des bonnes solutions, je trouve. Voilà, Après, pour répondre à ta question, il faut choisir ses batailles. On a tous un temps limité. Je laisse les téléphones. Il y a plein de gens qui sont super bons là-dedans. Moi, je m'intéresse au système d'exploitation et au navigateur web. C'est mes deux dadas. Non, de toute façon, effectivement, on peut pas tout faire, clairement. Alors, Opoup qui dit, peut-on parler de la lenteur? On prend des questions qui fâchent aussi, on est là pour ça. Peut-on parler de la lenteur de Firefox sur mobile, sur iPhone? Alors, sur iPhone, moi, je trouve ça OK. J'ai pas eu la sensation que c'était spécialement plus lent que Safari. En plus, c'est le même moteur derrière. C'est ce que j'allais dire. Bah ouais. Donc, moi, j'ai pas de problème. C'était plus sur Android pendant longtemps où je trouvais Firefox plus lent. Comme j'utilise pas un Android régulièrement, je crois que ça va mieux qu'avant. Je sais pas si tu as un peu d'actu là-dessus. Alors, donc comme tu l'as dit, sur iOS, si c'est lent, il y a probablement les mêmes problèmes de lenteur sur Chrome, parce qu'on utilise le même moteur, à cause des limitations juridiques que Apple nous impose sur leur plateforme. Ça devrait changer peut-être l'année prochaine. Inch'Allah. Mais normalement, ça devrait changer. Et donc, on utilise tous le même moteur, donc c'est essentiellement le thème, c'est un peu grossier, mais c'est essentiellement la partie front-end qui change dessus, donc la gestion des bookmarks. Exact. l'URL bar. Pouvoir synchro avec le compte Firefox aussi. Donc là-dessus, sur Android, oui, il y avait une version il y a une dizaine d'années qui était horriblement lente de Firefox, et il y a eu pas mal de refactors et de réinvestissements qui ont été faits depuis des années. Donc en termes de perf, on est très bon. Moi, j'utilise ça quotidiennement. Je fais pas de placement de produit, je le dis franchement, je suis un gros tu bosses chez Mozilla, donc je n'ai pas de problème de performance sur Firefox. Après, si on fait du WebGL poussé en 3D, en temps réel dans le téléphone, peut-être qu'il y a des problèmes de performance dans certains cas, mais globalement, ça fonctionne bien. Et s'il y a des problèmes de performance, on les corrige souvent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore une différence notable entre l'utilisation de YouTube sur Firefox. Donc là, on est sur desktop, je ne parle pas sur mobile. YouTube sur Firefox et YouTube sur un moteur Chromium. Je sens encore une diff, donc j'ai toujours un peu l'espèce de sentiment qu'il y a un petit truc de Google derrière qui met un petit coup de pédale d'accélérateur sur la version de Chrome, vu que c'est leurs propres outils. Mais globalement, c'est la seule différence notable que je ressens aujourd'hui
Normalement, on a assez peu de différences. Évidemment, Google, ils ont une frappe de force hallucinante à la fois sur YouTube et sur Chrome, Chromium. Donc, c'est sûr qu'ils sont capables de mettre une équipe de 5 personnes quand nous, on en a une sur un sujet. Mais globalement, on est, si tu veux des chiffres, on est 10% plus lent que Chrome sur les nouveaux benchmarks en général. Donc, tu vois, ce n'est pas une différence hallucinante non plus. La plupart du temps, ça reste imperceptible. Moi, en tant qu'utilisateur, je vois à peine la diff derrière. Et sinon, il y a un truc aussi qui est marrant qu'on oublie, c'est que quand tu utilises le navigateur pendant des années, tu as ton bookmark, ton historique, etc. Ah oui, ça t'enferme, bien sûr. Ouais, et surtout, après, quand tu testes un nouveau navigateur, il te semble super rapide parce que tu n'as pas tout l'historique, tu n'as pas tous les add-ons qui sont installés, etc. Donc, il y a toujours ce biais. Donc moi, ça le fait aussi à des gens, quand tu utilises Chrome depuis des années avec plein d'extensions qui vont modifier le contenu de la page web, un côté un peu frais, quoi. Quand tu reviens dans Firefox, Firefox c'est super rapide. Il y a aussi ce biais-là que même en tant qu'ingé, on oublie régulièrement. Il y a Tati Davis, c'est pour ça que je rigolais, elle dit le scroll lent, c'est pour vous permettre de lire. Exactement, voilà, cette jeunesse qui lit plus, hein, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui me tient assez à cœur, et c'est une complexité pour Mozilla depuis un moment. Comment on regagne des parts de marché? Parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours une position très anti-Google, le mot est un peu fort, mais on va dire pour des usages privés, je trouve que utiliser Chrome et Google, c'est un peu, c'est donner beaucoup de sa vie personnelle à cette entité, quoi, à ce GAFAM, et ça peut poser des soucis dans le futur. Donc comment aujourd'hui on communique? Parce que moi c'est mon ressenti, je trouve pas, mais je suis pas dans l'actualité tout le temps, mais je trouve pas que Mozilla soit forcément très bon en com globalement. Quand on est dev, oui, tu vois, la com de Mozilla me plaît, mais j'ai pas l'impression que le grand public arrive à revenir sur Firefox. Ouais. Tu vois. Alors, juste, je préchote un peu ta réponse. Google a une campagne de com absolument. Ils ont une force de frappe qui est inégalable par Mozilla. Mais donc, comment on fait? Voilà, est-ce qu'il y a un truc à faire sur l'IA? Est-ce qu'il y a un truc à faire faire de la pub dans les métros parisiens? Tu vois, je sais pas. Comment on fait? Alors, déjà, pour prendre un peu de recul par rapport à ta question, les 3 gros concurrents de Firefox, c'est Safari de Apple, Edge de Microsoft et Chrome de Google. Ouais. Donc, si tu regardes ces 3 boîtes-là, c'est les 3 boîtes les plus grosses au S&P 500, qui sont les 500 plus grosses boîtes américaines. Vous partez pas gagnant de fou. Donc déjà, tu vois, en termes de force de frappe, c'est déjà hallucinant ce qu'ils sont capables de faire. Après, ces trois structures contrôlent aussi la plateforme. C'est-à-dire, quand tu regardes Google, ils contrôlent Android, Chrome OS et tous leurs sites web. Tout à fait. Microsoft, ils contrôlent Windows et Bing. Et Apple contrôle les ordinateurs et leurs téléphones. Donc déjà, eux, ils sont capables de préinstaller leur logiciel derrière. Et certains de ces acteurs ont aussi des manœuvres. Si tu regardes Windows, c'est quand même assez classique que Windows, il reset bizarrement ton navigateur web. Alors, c'est pas spécifique à Firefox, ou bien quand tu utilises Bing, ils te font de la pub bien plus bizarre. Non, mais on va pas se mentir, mais surtout avec Windows 11, là, pour le coup, tu as l'impression de voir le Microsoft des années 90-2000 qui faisait des trucs de monopole, quoi. Enfin, là, ils forcent Windows 11. Effectivement, le reset de navigateur préféré, ils l'ont fait. Souvent, souvent, non, mais ça m'est arrivé quelques fois, quoi. Donc, effectivement, c'est pas des pratiques... c'est des pratiques anticoncurrentielles. Il y a du lobbying, d'ailleurs, de la part de Mozilla, un peu, justement, pour lutter un peu contre ça et tout. C'est des choses tu te doutes que je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on est intéressé par le sujet, c'est sûr. Ouais, bien sûr. OK. Alors après, pour répondre à ta question, là, je vais sans parler de la concurrence plus que ça, parce que c'est pas ce qui est très intéressant. Un navigateur web, en fait, ce qui est vachement intéressant, j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est pour ça que je l'explique quand j'ai l'opportunité. C'est qu'un navigateur web, ton obligation en tant qu'éditeur de navigateur web, c'est que les standards web soient fonctionnels dans chacun des concurrents aussi. C'est-à-dire que si tu es le seul à implémenter une technologie dans le web, tu as perdu, ça n'a aucun intérêt. Tu te retrouves dans un web des années 90 où tu vas dire fonctionne que dans IE. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec Chrome qui rajoute des fonctionnalités web. Alors Chrome, en fait, Google, c'est une grosse boîte. Donc les ingénieurs de chez Google, on collabore avec eux sur certains sujets. Et c'est une entreprise bicéphale. Il y a des gens qui veulent nous aider, il y a des gens qui travaillent sur les standards, et puis après des équipes qui disent ça marche dans Chrome, donc on s'en fout. Donc un navigateur web, on est obligé de tous mettre en place les mêmes technologies. Tu ne peux pas te différencier sur ce qu'on appelle la plateforme web. OK. Donc prendre un exemple,
Il y avait les applets Java, il y a longtemps, qui était une technologie pas terrible. J'ai des cauchemars. Ouais, moi aussi. C'est au début de ma carrière. Terrible. Et après, on a tous les éditeurs ont commencé à réfléchir à des solutions alternatives. Donc, il y a Google qui a sorti une technologie qui s'appelle Pinnacle, qui est basée sur LLVM. C'est assez compliqué, ça n'a jamais vraiment percé en dehors de l'écosystème Google. Et Mozilla a débarqué avec une techno qui s'appelle ASM.js, qui était en fait utiliser JavaScript pour faire du haute performance. Et après, donc ça cassait pas le web, c'est-à-dire que si tu n'avais pas ASM.js, ça fonctionnait quand même dans les autres navigateurs. Mais Mozilla travaillait avec ses compétiteurs, ses adversaires, ses partenaires pour faire WebAssembly, par exemple, qui est maintenant le standard. Et donc, nous, on a travaillé en disant, voilà notre idée, voilà notre techno, ça serait bien qu'on collabore ensemble pour qu'on le publie tous ensemble. Tu vois, par exemple, dans la news, WebGPU que Chrome vient d'annoncer, on travaille dessus depuis 3 ans. Safari bosse aussi dessus. Donc là-dessus, tu ne peux pas te différencier là-dessus. Donc c'est comment tu te différencies sur un navigateur et comment tu gagnes des parts de marché. Donc c'est grosso modo l'écosystème autour. Par exemple, à Mozilla, tu as Pocket, qui est une sorte de bookmark et de recommandation avancée. Beaucoup de débats, je m'en rappelle, quand c'est sorti, la communauté du libre. C'est longtemps, ça, maintenant. Oui, mais je m'en rappelle, le drama de Pocket. Mozilla, mais c'est des vendus. J'étais à Mozilla à l'époque. Bon. Non, mais le débat, maintenant, il est un peu vieux. Mais ok. Donc, tu as le lecteur PDF dans Firefox, qui est le meilleur maintenant. Donc, si tu regardes, il est développé depuis Guingamp, en Bretagne. C'est un Français qui le fait. Allez, les Bretons dans le chat, allez-y, les drapeaux bretons, foncez, on connaît BZH, tout ça, allez-y. Donc, dans Firefox, quand tu as un PDF, tu peux le modifier directement dans le navigateur. Tiens, donc, je savais pas. Comme ça, qui sont sympa. On travaille aussi sur un mécanisme de traduction. Alors, ça fait partie des fonctionnalités qu'on n'a pas, qu'on demande depuis des années, sauf que le nôtre, il va être offline, c'est-à-dire que quand tu utilises Chrome, par exemple, et que tu veux faire de la traduction, ça envoie sur les serveurs de Google. De même, sur Edge, ça envoie sur les serveurs de Microsoft ton contenu pour traduction, avec des termes d'utilisation qui sont des fois pas super agréables. Il doit y avoir de la petite data un petit peu envoyée, j'imagine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que tu vas télécharger le modèle de machine learning, et faire la traduction en local. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux faire français vers espagnol, ça va télécharger un modèle qui fait à peu près 40 mégas, et en WebAssembly, la partie traduction va être faite en local sur ta machine. Donc tu vois, c'est sur des choses comme ça où tu peux te différencier. Après, c'est un marché qui est très compétitif, sur lequel on est très gros acteurs. Oui, on pourrait faire plus de com, mais à Mozilla, on est la taille de Mozilla globale, on est peut-être 2 fois plus petit que l'équipe Chrome de chez Google. Donc il faut choisir nos batailles. Communiquer, ça coûte une fortune. Après, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour prêcher la bonne parole, que je vais sur BFM, des trucs comme ça. C'est aussi pour expliquer ce qu'on fait et qu'on explique un peu la mission de Mozilla. C'est une analyse qui n'a pas une valeur énorme, mais je pense que mais en interne, vous avez sûrement des gens très intelligents qui ont réfléchi à plein de moyens de communiquer, mais ce que je ressens, moi, un petit peu, c'est par certains peut-être un abandon, c'est-à-dire, bon, allez, je reviens sur Chrome, tant pis, ou je vais sur Chrome. Et peut-être ce qui me manque à Mozilla, en plus, pourtant, le logo est chouette, pourtant, il y a tout ça, mais il manque un peu ce côté mainstream cool. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un peu cool kids. Ouais. Tu vois ? Est-ce qu'un navigateur, c'est encore cool ? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas ChatGPT qui est super cool maintenant ? Tu vois ? Alors, oui et non. Je pense que ChatGPT, on parlera un peu d'IA après, mais ChatGPT fait aussi flipper beaucoup de monde. Oh oui, mais sûr, tu vois ce côté un peu... Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat aussi, mais comment Mozilla pourrait un peu augmenter sa com, même si, voilà, encore une fois, on prend des pincettes parce que... il y a plein de gens chez Mozilla qui réfléchissent à tout ça, mais ouais, tu vois, je trouve que ce qui manque, et là, pour le coup, c'est moi qui vais prêcher pour ma paroisse, mais peut-être cette com un peu avec des influenceurs, avec des personnes jeunes, tu vois, je pense là instinctivement à Lena Situation, je sais pas si tu visualises qui c'est, à Squeezie, à des gens un peu comme ça qui donneraient un côté un peu Firefox, c'est cool. Et alors, c'est con parce que toi et moi, on est des devs, donc on sait que enfin, on a toujours ce truc de ouais, mais là, quand même, ça respecte les standards. Là, franchement, WebAssembly, c'est cool. Là, le PDF et tout, c'est stylé. Mais en fait, fondamentalement, on sait très bien que les gens adoptent quelque chose en marketing, pas parce que c'est forcément mieux, on le sait avec Coca et Pepsi, mais parce que c'est plus cool. Tu vois, ou quel rapport avec Lena et Mozilla ? Justement, le fait que tu dises ça, Oncle Phil, c'est exactement ce que je dis.
c'est pourquoi pas une campagne de com associée, Lena Situation qui justement va toucher beaucoup de jeunes. Mais après je dis ça se trouve ça sera un gros flop et tout, enfin tu vois, ça se trouve ça sera nul comme forme de communication, mais moi je trouve c'est peut-être il y a peut-être un truc comme ça qui manque un peu, ce côté Mozilla c'est cool. Mais genre cool au-delà de la sphère technophile, geekos, etc. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Peut-être des gens ont déjà pensé à ça chez Mozilla, mais il y a peut-être un petit truc comme ça. Alors, pour une anecdote, j'ai des collègues qui posent souvent cette question-là, Ouais. responsable du marketing. Et hier, je discutais avec un collègue qui disait que je venais de voir. Et il Ouais. m'a dit, c'est cool qu'on voit des youtubeurs. Donc oui, il y a ça. Ouais. Parce que tu vois, c'est là où, et c'est pas du tout une critique, mais par exemple, BFM va être quand même cantonné à une certaine, surtout BFM Business ou BFM Tech, ça va être cantonné quand même à une certaine audience. Et je sais pas, moi je ressens ce truc où peut-être qu'il y a un vrai truc à faire. Alors tu vois, je dis influenceur, mais je sais qu'en plus le terme est très galvaudé, mais alors que bon, c'est un terme, pour moi c'est un terme technique. Mais on va dire à une jeunesse qui peut peut-être s'approprier. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a presque de la politique qui pourrait se mêler à ça. Enfin, je trouve qu'il y a des choses à faire là-dessus. Voilà. On est d'accord. Voilà, mais sans plus, tu vois. Ouais. Et je dis ça et c'est hyper compliqué. Il n'y a pas de faut faire ça. J'oserais jamais te dire faites ça, sinon vous êtes nuls. Non, c'est pas du tout ce que je dis, tu vois. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Le orange, c'est plus très premium comme couleur. Ah bon? C'est pas le logo ou tout ça qui me. Mozilla dans le before de Backseat. En vrai, est-ce que Backseat, tu visualises? Non. Backseat, c'est... moi, je suis peut-être trop vieux. Non, je pense pas, parce que... Non, pense pas ça. Backseat, c'est une émission qui est faite par Jean Massier, où il parle de politique. C'est plutôt teinté à gauche, voilà. Mais c'est une émission où, effectivement, il aborde la politique pour un public plus jeune. C'est cool parce que ça change au niveau de ce qu'on entend des plateaux de CNews ou ce genre de plateau. Je me suis jamais trop caché de mes opinions sur le mug. Je suis quand même plus teinté à gauche. Mais c'est super intéressant. En plus, moi, je suis très très fan de Jean. Mais effectivement, il arrive dans le before de Backseat. Donc Backseat, c'est l'émission où il discute de l'actualité politique. Et dans le before, il arrive à avoir soit des sponsors, mais aussi des associations. Okay. Donc si ça se trouve, Mozilla, il peut y avoir des bisous qui se font, hein, clairement. Ok, ça marche, je regarderai. Voilà. Un petit partenariat avec des events FR pour faire de la pub. Ouais, ça se trouve la TwitchCon aussi, hein, par exemple, qui pourrait être intéressante. Ça peut être intéressant à explorer. Alors, quel est le modèle économique? Ça peut être cool de rappeler un petit peu, parce que c'est vrai que Mozilla... Alors, il y a Mozilla, la fondation. Tout à fait. Il y a Mozilla, la corporation, donc entreprise, donc qui vise à générer du profit, pas un gros mot. Il y a d'autres satellites aussi autour de la Mozilla Foundation. Oui, il y a Thunderbird. Ouais, je te laisse un peu expliquer. Il y a Mozilla AI qui vient de démarrer. Pour les gens, pour les flux financiers, c'est toujours une question importante. Ouais. On est d'accord. Donc la fondation Mozilla, c'est une fondation à but non lucratif américaine. Ouais. Donc, qui a une mission et qui pilote aussi l'activité de la corporation, qui est de garder Internet libre, accessible et ouvert à tous. Donc, c'est grosso modo notre mission, et beaucoup de salariés de Mozilla, donc de la corp mais aussi de la fondation, ont ça, la mission chevillée au corps. Donc ça, c'est vraiment un idéal qu'on défend au quotidien et qu'on applique dans chacune de nos décisions produits. Donc, c'est ce que ça respecte la mission. Donc ça, la fondation, c'est une fondation qui vit de donations. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de revenus qui sont faits par la fondation. Donc Mozilla, il y a bien longtemps, bien avant que je sois dans la structure, a décidé de créer une corporation, une entreprise, pour pouvoir faciliter l'exécution. Parce que la fondation, il y a plein de limitations sur l'opération, sur l'argent, sur les dépenses, etc. Ça ressemble à une association en France où effectivement tu as des limites. Je dis ressemble parce qu'on est d'accord, fondation, asso, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a une fondation US, donc je me risquerai pas à comparer les fondations de notre pays. Bien sûr. En plus, je pense que ça dépend des États aux États-Unis. Donc c'est une boîte de Pandore qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Donc on a une entreprise, et cette entreprise-là gagne une bonne partie de son chiffre d'affaires, pas l'intégralité, par des partenariats avec des moteurs de recherche. Donc, quand tu utilises Firefox et que tu fais une recherche, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. C'est toujours Google, ouais. Ou tu as Quant en France aussi qui est proposé dans les moteurs de recherche. Et quand tu fais une recherche et que tu cliques sur un lien publicitaire, on récupère une partie de l'argent. Affiliation assez classique. Les chiffres sont publics, hein, si vous regardez les rapports de la fondation. Donc, c'est
C'est en tout Mozilla, le chiffre d'affaires, c'est entre 400 et 500 millions de dollars. Ok. Donc c'est le CA, pas le bénéfice. Hein. Non, le on CA, précise, ouais, on précise. Le chiffre d'affaires. Ouais. Et c'est un modèle économique unique dans le monde du logiciel libre où comment est-ce que tu gagnes de l'argent en donnant un logiciel. Ça reste, c'est un de mes sujets qui m'intéresse. C'est comment tu gagnes de l'argent avec du logiciel. Et Mozilla a un modèle économique unique dans le monde du logiciel libre là-dessus. Après, on a d'autres projets qui rapportent de l'argent, comme le VPN ou Pocket. Donc, c'est l'association avec Mulvad, non, le VPN. Ouais, c'est ça, c'est Mulvad. Et ça, effectivement, il y a des abonnements là-dessus. C'est ça. Donc là, on essaye de diversifier les sources de revenus, justement, en faisant ce genre de projet-là. Avec pas mal de ça, j'ai vu la com pour le coup. Hein, sur le VPN est open source aussi. Donc le VPN est open source, ok. Donc tu peux regarder le code, c'est du C++ avec Qt derrière, avec un protocole WireGuard derrière. Okay. Tout est open source, tu peux recompiler le client toi-même. D'accord. On a les chiffres un peu du nombre d'abonnés que vous avez là-dessus. C'est des choses publiques ou c'est des choses plutôt privées pour l'entreprise? Je ne vais pas faire de langue de bois, je ne les connais pas là. Tu les connais pas. Nous avons mis en place tout ce qui est en notre moyen pour avoir le nombre d'utilisateurs. On a pas mal d'utilisateurs, mais les chiffres, je ne les ai pas exactement. D'accord. Non, mais ça aurait été... Là, c'est vraiment de la curiosité. Ok. Puis après, tu as Thunderbird. Ça a été un peu étrange l'histoire avec Thunderbird. Hein. Même en interne pour faire de langue de bois. Ouais. Donc Thunderbird, c'est le client mail qui date lui aussi de l'époque de Netscape. Donc s'il y a des gens qui ont plus de 40 ans qui ont déjà utilisé Netscape dans le chat, ils connaissent. À l'époque, le Netscape, tu avais à la fois le navigateur et le client mail, et puis des fois un éditeur WYSIWYG, qui maintenant, il y en a très peu maintenant dans le web. Ça a un peu disparu le WYSIWYG, Et donc le client mail, il y a bien longtemps, a été sorti. Donc c'est Thunderbird qui a une histoire compliquée, mais maintenant il y a une structure au sein de Mozilla. Ça a été internalisé en fait, la structure qui fait Thunderbird, parce qu'avant c'était dans Mozilla. Il y a eu un hiatus, une parenthèse, à un moment pendant quelques années. Et là, c'est revenu dans la fondation. Donc d'accord, c'est revenu. Ouais. C'est revenu dans la fondation. C'est une entreprise qui collecte des fonds. Et là, je crois qu'ils ont récupéré 3 millions. Donc là, leur modèle de fonctionnement, c'est les donations. C'est les donations donc, aussi. Ils ont eu 300 000 donations. Les rapports ont été publiés la semaine dernière sur le fonctionnement. Et ils ont une quinzaine de gens à plein temps dessus. D'accord. Et donc, pour donner une échelle, je trouve ça intéressant parce qu'on ne se rend pas bien compte, un navigateur web, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de simple. Et en fait, c'est d'une complexité. C'est absolument terrible. C'est horrible. C'est plus compliqué. J'aime bien troller les gens en disant que pour moi, c'est plus compliqué qu'un système d'exploitation. Moi-même, je contribue à des systèmes d'exploitation et je trouve un navigateur beaucoup plus compliqué. Et ça nécessite 200, 300, 400 personnes à plein temps, un navigateur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient... Enfin, c'est pour ça que tous les petites structures reprennent Chromium. Ça te coûte une fortune de développer le moteur de rendu. Ouais, c'est ce que je l'avais pas mal vu. Comme nous avec Gecko. Gecko, c'est des centaines de personnes à plein temps juste pour maintenir la plateforme web. Pour pouvoir suivre le rythme que nos concurrents nous imposent et qu'on leur impose aussi derrière. Ce que ça veut dire, c'est que ça coûte très cher d'avoir un navigateur. C'est pour ça qu'il n'y en a plus que 2 maintenant. Ouais. En termes de bénéfices, tu as les chiffres des bénéfices dégagés par Mozilla, parce que le CA, c'est le CA. Mais est-ce que vous êtes à perte ou est-ce que vous êtes en gain? On n'est pas en perte. Les chiffres, je ne les ai pas en tête. Tu les as pas en tête, Ils sont publics, tu peux les trouver. Oui, c'est pour ça, si tu les avais en tête, c'était cool. C'est des dizaines de millions de dollars par an. D'accord. Ok. Oui, donc c'est quand même une entreprise qui est plutôt dans le positif, quoi. Oui. Ouais, non, c'est important parce que ça a été compliqué. On a quand même vu beaucoup de news qui disent les parts de marché descendent et tout. Instinctivement, on pourrait se dire le bénéfice baisse, quoi. Non. Ok. C'est intéressant. Tu vois, là, pour le coup, je savais pas trop où ça en était. Donc je pense que Mozilla VPN, pareil, c'est la même infra. Merde, il y a un petit message que j'ai pu. Que Mulvad. Ah oui, que Mulvad. Ouais. Tout à fait. Dommage que Thunderbird ne soit pas sur smartphone. Bonne question. Il y a, je connais pas la relation exacte, mais je crois qu'on a intégré K9 Mail et en fait c'est en train d'être. Ah oui, K9, ouais. K9, tu dis ça comme ça. Ouais, je dis ça comme ça. Et donc c'est en train de. Parce que c'est un jeu de mots avec Thunderbird. C'était un jeu de mots avec canine, parce que c'est pour ça qu'il y a une icône de chien. Rika. Tu l'avais même pas percuté? En fait, comme c'est une icône de chien, c'est la canine du chien. Donc on bosse pour Thunderbird. K9 va être rebrandé Thunderbird à terme. Ok. Moi, je sais que Thunderbird, on en avait parlé dans le mug, j'avais montré un peu la nouvelle interface qui est en train d'être bossée. C'est pas mal. C'est cool. C'est encore chargé. C'est un client mail. Ouais, c'est un progiciel de mail, mais ouais. J'utilise Thunderbird aujourd'hui avec les web apps de partout. Je comprends plus trop l'utilité de ce type de service. C'était peut-être parce que tu n'as pas besoin de regrouper plusieurs adresses email au même endroit.
Voilà. Moi, je t'avoue, j'ai travaillé Thunderbird, je suis sur le client d'Apple pour les mails. Ouais. Je le trouve bien, mais je sais que je pourrais revenir un jour sur Thunderbird. C'est pas open source. Moi, j'aime bien, c'est toujours ça. J'essaie d'utiliser le logiciel open source parce que si jamais j'ai un bug, je peux le corriger moi-même ou ouvrir un bug. Et même si je le fais pas souvent. C'est des phrases que j'avais pas entendues depuis très longtemps. Oui, il y a une époque où j'entendais. Ça me dire. Bah oui. Pour le coup, j'étais allé à la nuit du. Il y avait la nuit du hack, mais non, pardon, c'était à la. Qui est peut-être allé à Toulouse à la. Capitole du Livre. Capitole du Livre, ouais, merci. Où j'avais même fait une petite vidéo là-bas et tout. Donc ce genre de phrases, je les entendais plus là-bas. Voilà. Je préfère 1000 fois Thunderbird au client mail d'Apple. J'utilise au taf, ça me sauve. Bah, moi, je trouve que celui d'Apple est plus simple en fait. Donc bon, voilà. Thunderbird était trop chargé pour moi. J'étais sur Mozilla et j'ai changé il y a 2 semaines depuis qu'Apple m'a proposé l'appli Super Agent pour bloquer tous les cookies de pistage. Est-ce que vous avez ce genre d'appli? Bah, t'as uBlock Origin. Enfin, t'as beaucoup d'extensions sur Mozilla qui le font, hein, Obino. Alors, les cookies de pistage, ils sont intégrés, on les bloque directement dans Firefox. Oui, tu as même le Shield. Depuis 1 an ou 2. Donc ça, on est à peu près le même niveau de blocage que Apple. Tu peux aussi voir dans Firefox, à côté de la barre d'URL, à côté du cadenas, il y a un petit bouton qui te permet de voir le nombre de trackers qui ont été bloqués. C'est hallucinant quand on regarde le nombre de trackers. Donc, surtout sur les sites de presse. Les sites de presse. Ah ouais, français, tu vas sur Le Monde, tu as 100 000 trackers qui sont là à te pister. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc Apple, Safari et Firefox ont à peu près les mêmes capacités de blocage. Oui, honnêtement, il y a quand même un standard qui s'est à peu près mis et globalement tout est un peu bloqué, même si uBlock Origin va quand même encore un peu plus loin. Ça, c'est une question intéressante. J'y avais pensé, mais je ne l'ai pas noté dans mes questions. Ça, on pense quoi de Arc chez le... Alors, pour ceux qui sont en petit contexte, il y a un navigateur qui est en train d'avoir une petite émulsion, c'est Arc Browser, que j'ai testé, qui a une façon de naviguer sur Internet assez particulière. J'ai bien aimé, mais c'est un peu trop déroutant pour moi. Voilà, j'avoue que je suis pas rentré assez dedans. Puis le fait d'avoir toujours la barre sur le côté, comme je bosse beaucoup, tu sais, avec 2 fenêtres coupées, ça me gênait un peu. Mais effectivement, il y a quand même des fonctionnalités qui sont intéressantes. Est-ce qu'il est prévu de s'inspirer de choses de Arc? Comment vous voyez ce navigateur depuis Mozilla? Alors, on regarde ce qu'ils font. Ouais. Après, il y a toujours des débats aussi sur est-ce que tu peux changer le paradigme de la navigation? Et ça, c'est une question sur laquelle on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. Je pense que nos concurrents se posent la même question. Ouais. Est-ce que c'est pas déjà figé les paradigmes de navigation? C'est-à-dire, tu vas dans un moteur de recherche et tu récupères les résultats. Et tu as des onglets. Ouais, tu as des onglets. Peut-être que les IA vont changer ça aussi. C'est vrai. Mais on étude évidemment tous ces trucs-là et on fait des expérimentations. Vous regardez quoi. Pour l'instant, vous regardez. D'accord. C'est bien de voir de l'innovation là-dedans. Ouais, c'est pour ça. Arc, j'étais quand même content d'avoir un petit acteur qui secoue un peu le monde. Je pense que tous les devs juniors sont reconnaissants du taf de la MDN. Ah oui, Mozilla Developer Network. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, effectivement, quand on fait du développement, Mozilla fait un super taf de documentation. On est d'accord. Surtout du dev web, essentiellement. Plus que du C++ ou d'autres langages un peu plus. Pour l'anecdote, il y a pas mal d'Européens qui travaillent sur MDN. C'est essentiellement une équipe européenne chez nous, MDN, et on a 2 gens à Paris que je vois quasiment tous les jours, qui sont les 2 des leads de MDN qui sont à Paris. Ok, trop stylé. Si un jour vous voulez discuter. À l'occasion, à minima, manger un coup, boire un café, moi, je suis très content. Je suis très fanboy de Mozilla, mais ne le dites pas. Le souci avec Arc, selon moi, c'est le manque de plateforme supportée. Ah, tu veux dire que c'est que sur Mac pour l'instant? Ah, ils ont sorti un truc Windows, je crois, Arc. Vis-à-vis d'Adblock, YouTube a forcé la souscription, l'abonnement à Premium via une pop-up, ça vient de tomber. Ah bon? J'ai vu le tweet ce matin. C'est vrai, il y a regardé encore. Ouais, j'ai vu ça ce matin au réveil. Ouais, il y aura toujours des geekos qui vont péter le truc. Le Bon Coin, au niveau cookies et pistage, c'est un enfer. Ah, mais Le Bon Coin, vous vendez vos reins quand vous allez dessus. Hein. C'est terrible. Moi, le seul souci que j'ai avec Firefox, c'est que sur iOS, la barre de recherche est en haut. Et oui, j'ai des soucis particuliers. Mais moi, elle est en bas. Normalement, dans les préférences, on peut changer. Sur Android, c'était... non, sur Android Non, sur iOS. Non, mais je pense que c'est une des particularités qu'on a. On met la barre de recherche en bas sur Android. Mais tu peux peut-être le changer dans les préférences. Je n'utilise pas la version iOS. Mais, ouais. Attends. Il faut regarder dans les préférences. Ça se trouve, on peut le changer. Non, mais moi, elle est... Alors, attends, ça va être un peu cramé parce qu'on est... Voilà. Mais elle est en bas, moi, la barre de recherche.
Donc non, moi justement, je mets toujours en bas parce que niveau accessibilité, c'est 1000 fois mieux. Dans les petites questions que je voulais te poser, il est 9h37. Normalement, on finit vers à peu près 10h. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en pense chez Mozilla? Qu'est-ce que tu en penses toi? Même si j'imagine que tu as quand même une vision qui s'accorde pas mal avec celle de Mozilla. Comment vous voyez le truc? J'ai vu, alors j'ai découvert ça en préparant l'interview, qu'il y avait Mozilla AI. Donc intelligence artificielle, qui a été lancée, qui est une startup qui va bosser sur ces sujets-là. Tout à fait. C'est quoi le futur de Mozilla et l'IA? Parce que nous, on considère que autant le Bitcoin et les NFT, alors surtout le NFT, c'était quand même beaucoup de spéculation, même si la base technique était intéressante, il y a quand même beaucoup de spéculation, même beaucoup de gens qui ont perdu de la thune. Enfin, vraiment, c'était un micmac pas possible. Et est-ce que c'est vraiment l'avenir? Bon, bof. Voilà, même si le débat mérite d'être plus long. Alors que l'IA, nous, notre opinion avec Jérôme et l'équipe Nowtech, c'est que quand même, c'est en train de bouleverser des choses. On peut pas dire que c'est un petit truc et voilà. Enfin, quand tu vas sur ChatGPT, tu peux quand même générer des choses, des bouquins, des mails professionnels. Enfin voilà, c'est vraiment en train de bouleverser des choses. C'est quoi le futur de l'IA et Mozilla? Question ouverte. Je te laisse prendre le bout que tu veux pour l'aborder. Alors, déjà, on fait de l'IA depuis des années. Alors, moi, j'appelle plutôt ça machine learning. Machine learning, ouais. C'est un peu moins... c'est un peu plus techos comme expression. Ouais. Donc, une des choses qu'on fait à Mozilla depuis des années maintenant, on utilise l'IA pour nous aider à être plus efficaces. Ok. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est qu'on a énormément de bug reports qui sont ouverts en permanence, à la fois par les devs, mais aussi par nos utilisateurs qui nous disent ça marche pas, ou je voudrais cette fonctionnalité. Et généralement, quand les gens ne sont pas experts, ça va dans un composant qui s'appelle non triagé. D'accord. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise une IA pour être marketing, du machine learning, pour faire du triage automatique, pour déplacer le bug dans le bon composant pour que ça arrive directement au développeur. Donc, tu vois, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Donc, tu peux avoir des utilisations triviales de l'IA pour des choses où tu gagnes du temps, parce que quelle est la valeur ajoutée pour quelqu'un d'aller dans un composant et regarder, ok, ce bug-là, il va dans tel composant. Ouais. C'est pas très intéressant comme boulot et c'est compliqué en plus, parce que ça demande beaucoup d'expertise sur le projet. Donc ça, on a alors qu'une IA, elle a fait du machine learning, elle connaît la structure entière et donc elle va... On a beaucoup de données qualifiées en amont qui permettent d'avoir des résultats corrects. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on fait. L'autre truc qu'on fait aussi, c'est que pour la compilation de Firefox et l'exécution des tests, un build de Firefox avec les tests, pour donner un ordre d'idée, c'est 700 à 800 heures. Donc c'est colossal. Avec même des machines puissantes et tout, c'est 700 à 800 heures pour passer les tests. Ouais, c'est ça. On crame entre 100 et 300 années de temps machine dans le cloud chaque mois, pour te donner un ordre d'idée. Oui, c'est... Ça, on paye. Oui, bien sûr, vous payez, bien sûr. Donc, au minimum, si vous le faites en interne, c'est en énergie. Et si c'est en externe, c'est en temps de serveur, quoi. Enfin, même en énergie, tu as l'espace que tu utilises en data center, les machines, la maintenance, etc. Non, ok. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit... Avant, on faisait des statistiques toutes stupides. Donc, par exemple, quand tu touchais un fichier Windows, donc Win32 ou un fichier GTK pour Linux, on relançait la compilation pour les autres plateformes et on lançait les tests. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le machine learning pour dire maintenant, si on touche ce fichier-là, c'est un fichier Linux seulement. Donc, ça ne sert à rien de build Windows et Linux. Windows et Mac. Ouais. Et donc, on a cette capacité, grâce au ML, de faire ça. Donc, le machine learning, le machine learning, on l'utilise déjà depuis des années sur des projets comme ça. Donc, maintenant, la révolution qu'il y a, qu'on vient de voir ces derniers mois, c'est les LLM, donc Large Language Model. En fait, la révolution, c'est qu'ils ont bien réussi à le marketer. Marketer, mais aussi, il n'est pas toxique, tu vois, c'est ça le truc aussi. Oui, même s'il a un peu débordé à certains moments, globalement, on est quand même sur un truc Il faut que tu le cherches, tu vois. Il faut le provoquer. C'est quand même très exagéré. Il faut contourner. Ils ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne bien, qui, pour lui faire dire des conneries, il faut y aller comme des conneries, des termes toxiques ou des choses inappropriées, il faut quand même y aller. Alors après, il y a toujours les hallucinations qu'on voit dans l'outil. Mais oui, c'est une révolution là-dessus et que ça va révolutionner nos sociétés. C'est pour moi et pour pas mal de gens, c'est un moment iPhone. Tu vois, c'est quelque chose qu'il y aura un monde avant l'iPhone et un monde après l'iPhone. Et là, c'est pareil pour les LLM. Donc la question, c'est comment est-ce que la société va s'adapter à ça et comment est-ce qu'on arrive à peut-être pas réguler, mais comment est-ce qu'on arrive à faire des choses qui limitent l'impact sociétal ou qui l'accompagnent. Mais tu vois, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que nous, une problématique qu'on a sur YouTube et Nowtech, c'est que on peut vite s'enfermer dans une bulle de pensée et tout ça. Et moi, je trouve ça cool de voir que, en tout cas, chez Mozilla, vous avez un peu la même façon de percevoir l'IA et de se dire que c'est en train de bouleverser les sociétés.
d'une certaine façon, ça nous rassure un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop parti en cacahuète en pensant que ça allait être... Enfin, en gros, voilà, c'est une révolution. Quoi. Oui, on n'est pas les seuls à penser ça. Et en plus, a priori, du côté Mozilla, il n'y a pas un intérêt pour l'instant plus... Tu vois, tu serais quelqu'un d'OpenAI et tu dirais ça va bouleverser, je serais là, bon, il y a quelque chose à vendre. Et Mozilla AI, t'as un peu tu sais un peu ce qu'ils vont faire chez la startup Mozilla AI ou pas? Tu as des insights un peu? Alors, il y a des Français aussi qui bossent dedans. Il y a des Frenchies, il y a des Français partout. Baguette, camembert et tout ça, bien sûr. Donc là, ce qu'on fait, c'est que Mozilla, il y a aussi l'aspect éthique dans ce qu'on fait. Donc, on le fait à la fois pour les navigateurs, on le fait aussi pour les questions de régulation par rapport au numérique. Donc tout à l'heure on parlait des sites porno, donc on intervient dans ces débats-là. Donc c'est une des choses qu'on fait dans Mozilla AI, c'est éduquer la société à justement ou soulever des problèmes. Mais on ne peut pas passer seulement pour des gens qui critiquons ou qui passons notre temps à dire attention, il faut faire attention à ça. Donc c'est proposer des solutions. Donc là, la structure Mozilla AI va s'intéresser au début à deux choses principales qui sont les algorithmes de recommandation. Et le deuxième, c'est justement les LLM. Donc après, voir si on fournit des outils ou pas, ça, je ne peux pas en parler parce que j'en sais pas plus que ça. Tu sais pas. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas de choses comme, comme on est en train de le voir sur Edge ou Firefox pour analyser la page avec un langage, un LLM ou une IA, donc pour faire plus simple. Ils peuvent analyser, te générer des choses, Je pense qu'il y a déjà des extensions qui existent, on en parle en interne. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de projet pour ça là-dessus. Après, le ML est déjà partout. Hein. La Mozilla vient d'acquérir une startup qui s'appelle FakeSpot, qui, si tu vas sur Amazon ou sur d'autres plateformes comme celle-ci, tu as souvent des commentaires qui sont biaisés. Là, je montrais à un collègue hier, je voulais acheter des lames de cutter et tu vois le premier commentaire, c'est quelqu'un qui a écrit 40 lignes pour expliquer comme le cutter il est extraordinaire et qui est-ce qui va s'emmerder à écrire 40 lignes sur un cutter. Donc tu vois bien que le commentaire il est acheté. Et donc FaceSpot va détecter ce genre de choses-là et te dire attention, ce truc-là, ce produit-là, les commentaires sont probablement factices. Et ça utilise du ML pour pouvoir comprendre le texte et l'analyser. Donc tu as déjà du ML un peu partout dans les projets, pas directement dans Firefox. Sauf pour la traduction, dont je te parlais tout à l'heure. T'en as partout, c'est omniprésent. Ouais, oui, maintenant l'IA est quand même... C'est magique en plus. C'est quand même assez impressionnant, c'est très bluffant. Un algo de recommandation open source, ça serait beau. Mais je pense que ça existe déjà, hein, des algos de recommandation open source. C'est juste qu'ils ne sont pas démocratisés, mais il y a forcément des gens qui ont déjà bossé sur des algos. Alors après, le problème du machine learning, c'est que les algos, ce n'est pas très compliqué au final. Il y a beaucoup de frameworks avec PyTorch, TensorFlow, tous ces trucs-là. Les algorithmes, maintenant, ils sont connus, maîtrisés, ils sont open source. Le problème, c'est les données essentiellement. C'est comment est-ce que tu arrives à accumuler assez de données pour faire un entraînement qui soit pertinent, avec des données qualifiées, avec des données non biaisées aussi. Là où OpenAI a bien bossé, quoi. Voilà. Ok. Et tu vois, les données non biaisées, alors tu as toujours des biais. Donc, par exemple, c'est toujours une infirmière et pas un infirmier, un médecin. Un éboueur. Voilà, c'est ça. Tu as toujours ces biais-là qui reviennent, qui sont problématiques, mais qui sont moins problématiques que des biais racistes, comme on a pu voir dans d'autres IA. Là où, notamment aux États-Unis, où effectivement, si une personne est noire, elle peut être considérée comme potentiellement plus associée peut-être à plus de crimes ou de choses comme ça. Il y a des anecdotes plus rigolotes où les détecteurs de savon qui ne se déclenchent pas avec des peaux noires parce qu'ils ont été faits pour des peaux blanches. C'est vrai. Comme ça, il y a du taf, quoi. Hein. Donc c'est ça les données. C'est surtout ça, tu vois, le problème dans le ML, c'est surtout là où il y a de la difficulté de rentrer. C'est pas sur les problématiques d'algorithmie. De mon point de vue, c'est vraiment sur l'accumulation des données pour bien entraîner les modèles. Ok. Gestionnaire de mots de passe Mozilla. Il y en a déjà un gestionnaire de mots de passe quand tu as un compte Firefox, si je dis pas de bêtises. Ça t'as déjà. Alors Robinho, je t'ai vu poser la question plusieurs fois. Bon, c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'interview, mais j'y réponds. Est-ce que Google a un partenariat avec Twitch parce qu'il y a des fonctionnalités exclusivement Chrome? Alors moi, j'ai pas de problème sur Firefox et Twitch. Hein. Alors, tu sais des choses là-dessus? Parce que moi, Twitch et Firefox, ça marche bien. Alors, on collabore avec Twitch. On collabore. Alors, ça, c'est un des secrets de la tech, hein, mais on collabore tous les uns avec les autres. J'ai une amie qui bosse chez Twitch, j'ai des amis qui bossent chez Chrome, etc. J'imagine que tu es allé aussi aux États-Unis plusieurs fois. Voilà. Et c'est un petit monde, la Silicon Valley, non? Ouais, la Silicon Valley, connais mal, plus celui des mondes des navigateurs web. Hein. Le monde des navigateurs, on est 5000, 6000 personnes. Qui se font des bisous, quoi.
Alors, pas nécessairement des bisous, mais, Non, on se connaît. Et les boîtes de la tech, on a tous des moyens de communiquer. Donc, on peut communiquer avec Twitch. Ce qui arrive, c'est que Google, grâce à sa force de frappe, est capable de proposer des fonctionnalités avant nous. Et que nous, après, on doit les déployer. Et que ça met un peu plus de temps pour nous de le développer, de le vérifier, de le qualifier. Donc, si Twitch, ils ont vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité cool dans Chrome, ils vont l'utiliser rapidement et ils vont mettre pour Firefox, attendez. Et nous, généralement, on se charge d'implémenter, de développer ces fonctionnalités pour que Twitch puisse les déployer. Et des fois, on collabore avec Twitch en disant, voilà, cette fonctionnalité-là, voilà la manière de l'utiliser. En termes de rapport de force, de force de frappe, les gens qui bossent sur le navigateur chez Mozilla et les gens qui bossent sur le navigateur Chrome, c'est quoi le rapport? C'est que tu m'avais dit 300-400 personnes chez nous et chez Google, tu as une idée du chiffre à peu près? Alors, quand je dis 300-400 personnes, tu as aussi des managers du marketing, de la com, donc c'est ça, mais je n'ai pas les chiffres, mais d'après ce qu'on entend, c'est l'équipe Chromium, c'est au moins 1 millier de personnes. Donc, c'est OK, il y a un rapport de force. C'est intéressant, c'est juste pour mettre des chiffres un peu sur ça, quoi. Tu fais le calcul quand tu vois leur salaire, tu regardes combien ça coûte à Google chaque année. D'accord. Est-ce que vous soumettez vos mises à jour Firefox à des outils de sécurité type CyberWatch? C'est vrai que j'avais vu passer des choses où, je te le dis de but en blanc, il y a des gens dans la sécurité qui disent que Firefox est moins sécure que Chrome. Qu'en est-il là-dessus? Moi aussi, j'avais vu passer des choses qui disaient qu'effectivement... que même il y a des endroits où Firefox n'est pas utilisé parce que Chrome est vraiment plus safe. Il y a quelqu'un qui mettait ça dans le chat. C'est quoi un peu en interne, vous, qu'est-ce qui, c'est quoi en fait tout ça? Alors, je vais répondre à la question en utilisant une anecdote. Donc, il y a un concours qui s'appelle Pwn to Own qui a lieu à Vancouver chaque année. Et en fait, c'est fait par un éditeur de logiciels de sécurité qui donne des prix quand une équipe a réussi à trouver une faille de sécurité dans un logiciel ou dans des voitures. Donc les voitures d'Elon Musk, par exemple, sont fait trouer, non? Sont fait trouer ça m'étonne pas. Ouais. Mais donc, il y a les navigateurs qui sont dans le concours depuis le début du concours. Cette année, aucun navigateur n'a été trouvé. Parce que on a tous investi comme des malades dans la sécurité et que maintenant, trouver un navigateur comme Firefox ou comme Chrome nécessite un degré d'expertise qui est limité grosso modo à des attaquants étatiques. C'est ça, donc en gros des États et des groupuscules dans les États qui peuvent attaquer. Donc la sécurité d'un logiciel comme Firefox est extraordinaire. Seule une poignée de gens sont capables de trouver un logiciel comme Firefox parce qu'il y a énormément de techniques de sécurité. Donc, je t'écoute, juste je vérifie un truc. Donc pour répondre à la question, soumettre à des logiciels de sécurité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'on a des listes de diffusion avec l'éditeur d'antivirus pour communiquer avec eux, pour annoncer les versions. On collabore avec eux. Des fois, on leur soumet des bug reports en disant là, ce que vous faites, c'est pas bien. Donc, on collabore avec tous ces gens-là. Les alarmes de sécurité générées, c'est souvent le problème des logiciels de sécurité et pas Firefox. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton retour parce que tu vois, moi aussi, dans un petit coin de ma tête, c'est con, mais ça, c'est le problème de l'actualité, c'est le problème de certaines news ou des idées reçues ou des choses comme ça, c'est que il suffit juste que ça soit mis dans un petit coin de ta tête. Par exemple, c'était le cas aussi. Il y a 5-6 ans, il y avait une fonctionnalité que Chrome avait que nous, on n'avait pas à l'époque. Et donc, Firefox était moins sécurisé. Là, je parle de Firefox aujourd'hui, où on a un niveau de sécurité extraordinaire. Il y a 4-5 ans, il y avait des failles de sécurité que tu pouvais trouver. Donc... Non, mais ce dont je parlais, c'est le fait que ces petits trucs restent dans un petit coin du cerveau. Tu vois, oui, c'est pour ça que je vais aller dans ton sens. Il y a eu une époque où c'était vrai. D'accord, parce que c'est là où il y a un boulot au niveau du marketing de casser un peu ces idées reçues. Oui, Firefox est sûr. Enfin, tu vois, c'est con, mais moi, ça m'était resté dans un petit coin de la tête. Ça m'empêche pas que mon navigateur principal... Alors, quand je fais le mug, c'est Vivaldi, me tape pas. Mais non, chez moi, en fait, moi, j'aime bien compartimenter ma vie. Je l'avais déjà partagé dans le mug. C'est Firefox, c'est ma vie perso. Et j'allais dire Chrome, mais non. Brave, c'est ma vie pro. Voilà, moi, j'utilise Brave en vie pro parce que même s'il y a eu des trucs vraiment crado qui ont été faits chez Brave, c'est un navigateur qui a un passif que j'aime pas. En termes de vie privée, de certains benchmarks que j'avais vus, ils ont tendance à bloquer pas mal de choses, d'être les plus ceux qui bloquent le plus le pistage. Voilà. Donc globalement, c'était un peu mon truc à moi.
On va prendre quelques dernières questions. Sinon, j'en ai une dernière pour un peu terminer l'interview. DuckDuckGo sur iOS, ça donne quoi niveau sécurité? Tu parles du navigateur? C'est un Chromium, donc... Enfin, c'est un WebKit sur iOS. Oui, sur WebKit, pardon. Oui. Ouais. Donc, en fait, c'est comme si tu utilises d'Apple, donc c'est excellent. Ouais, c'est comme si tu utilisais Safari, en fait. Ouais. C'est un skin DuckDuckGo. Par contre, c'est là où l'année prochaine, moi, je veux vraiment... Apple, un peu tapé, en se faisant taper dessus par l'Union européenne, va peut-être ouvrir l'installation plus facile d'apps externes, donc peut-être un peu d'open source qui va arriver plus facilement sur iOS. Peut-être bloquer le fait d'avoir uniquement WebKit en moteur de rendu, mais ça, j'y crois beaucoup. J'espère vraiment que ça va être bien. Quel moteur de recherche Mozilla recommande? Alors Mozilla ou toi, comme tu veux. Je sais pas si Mozilla a une réponse officielle ou toi, je sais pas. Après, moi, je recommande rien. Ouais. De facto, Google est le leader et produit des résultats d'excellente qualité. Quant fait du bon boulot aussi. Ouais, DuckDuckGo, c'est bien. DuckDuckGo aussi. Donc, je pense que c'est, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi une affinité par rapport à la marque, par rapport à l'éthique de l'entreprise, etc. Donc maintenant, les qualités, elles sont là sur la plupart des navigateurs, des moteurs de recherche. Moi j'aime bien DuckDuckGo, mais c'est vrai que même pour le taf, il y a des moments où je reviens sur Google aussi. Donc bon, enfin voilà. Globalement, ce que je conseille toujours... ChatGPT aussi maintenant. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je conseille en général, c'est de par défaut mettre un navigateur un peu plus sympa sur la vie privée. Vous mettez un Quant, un DuckDuckGo, Ecosia aussi, des choses comme ça. Et quand vous avez besoin, vous revenez sur Google quand vous ne trouvez pas. Notamment, j'aime bien DuckDuckGo parce que tu mets point d'exclamation G. Et voilà, j'avoue que je trouve ça très, très pratique. Je regarde s'il y a une dernière question. Alors, je vais juste répondre à la remarque. Le patching se fait moins rapidement chez Firefox que Chrome, c'est tout. Alors, c'est une des choses sur lesquelles je peux frimer en disant que c'est pas vrai, que quand on trouve une faille de sécurité, on a une règle informelle, mais qu'on respecte depuis 15 ans. Dès qu'il y a une faille de sécurité critique dans Firefox qui est exploitée, on la corrige en moins de 24 heures, c'est souvent 14 heures à peu près. Donc, je vais prendre une anecdote. Je parle d'un truc qui a déjà été documenté par nous. Il y a une dizaine d'années, on a découvert une faille de sécurité qui était utilisée en Ukraine. On ne sait pas par qui, mais c'est d'actualité maintenant. Il y a certaines probabilités. Et ça a récupéré les mots de passe, tes fichiers mots de passe sur ton système dans la faille de sécurité. Et ça, on l'a corrigé en 14 heures. Donc à chaque fois qu'un chercheur, qu'un gouvernement nous reporte une faille de sécurité qui est exploitée par des attaquants, on le corrige en moins de 24 heures. Et ça, je suis à Mozilla depuis 10 ans et c'est une constante. D'accord. Donc on corrige les failles de sécurité très rapidement et on met à jour Firefox toutes les 4 semaines avec plusieurs milliers de changements à chaque fois. D'accord, ok. Tati Debit qui dit vous recrutez des delivery managers. Delivery manager. Moi, j'ai commencé à Mozilla en tant que release manager, donc je suppose que c'est la même chose. Ouais, ok. Donc on recrute dans tous les postes. Tati Deby envoie un petit, en France aussi, envoie un petit message. Va voir. Il y a un truc genre Mozilla Jobs ou quelque chose comme ça. Ouais. Career.mozilla.org. Voilà. Pardon, je parle en anglais. C'est pas grave. Carrière.mozilla. No problem. We can continue this interview in English. Donc dernière question pour terminer, il est 9h55. C'est quoi un peu alors c'est une question un peu bateau d'interview. Tu as le droit de me juger, mais c'est quoi la vision de Mozilla pour le futur? C'est quoi un peu la direction? On a parlé de l'IA, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à nouveau développer un OS pour smartphone? Je sais pas, je dis des conneries, mais probablement pas, c'est tellement compliqué. Non, c'est quoi un peu la direction de Mozilla là? C'est quoi le truc où vous allez en gros? Là où vous allez? Je vais revenir sur notre mission, qui est de garder Internet libre, accessible, ouvert à tous. On voit qu'Internet change beaucoup ces dernières années. Il y a encore des révolutions avec les LLM, donc on suit ça avec attention. On voit qu'Internet est quand même un peu plus toxique que dans le passé. Je trouve aussi. Pour toutes les problématiques de harcèlement. À la fois plus riche et plus toxique. Ouais. C'est ça en fait. C'est ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a... Pardon, je te coupe, excuse-moi. Ouais, centralisé. On est en train de travailler justement sur... c'est le gros mot de faire du lobbying, tu vois, essayer de c'est pas un gros mot, pour moi. On appelle ça policy, sinon. Ok, mais pour moi, lobbying, c'est pas un... Enfin, en fait, quand... L'éducation, tu vois, c'est voilà, le mot. Donc, c'est comment est-ce que rendre Internet un peu plus sain et un peu moins toxique. Et comment est-ce qu'on arrive à aider les internautes à surfer un peu mieux et de manière plus sûre. Donc, tout à l'heure, je parlais de FakeSpot, ça fait partie aussi de ça. Pocket fait aussi partie de ça. Ok. Et tout en gardant les aspects vie privée, sécurité qui sont omniprésents chez nous.
Ok, donc ça va passer par des fonctionnalités, peut-être certaines entreprises racheter, comme tu as dit, avec FakeSpot et des choses comme ça. Ok, très bien, très bien. La route est pentue, mais la voie est libre. Exactement, très bonne conclusion, Guillaume. Bah écoute, Sylvestre, c'était trop cool de t'avoir. On va aller se prendre un petit café là juste après, ça va régaler. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? On parlait de centraliser. Sur Mastodon. Moi, je suis pas convaincu de Mastodon. Alors, on a Modia, une instance, Modia.social. Donc, j'aurais pu en parler avant. Donc, il y a Mastodon. Moi, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même des cercles assez geeks dedans. Donc, Mastodon. C'est là où j'aime le libre, mais quand le libre est fait pour les libristes, ça me saoule. Enfin, vraiment, je supporte pas. Ça serait trop marrant qu'un jour tu rencontres Hardisk, il t'enverrait des pains sur le libre. En vrai, et des fois il est un peu piquant. Mais bref, non. Donc tu vois, toute la tech fonctionne grâce au libre. Amazon, Google. T'as pas à me convaincre là-dessus. Je suis bien d'accord. Heureusement qu'on a du logiciel libre, bien sûr. Donc oui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur mozilla.social, c'est ça? Sur Mastodon ou sur Twitter, ou sur si les gens veulent directement chatter sur Element, Matrix. Sur Matrix, sur tout ça. Où il y a pas mal de gens de la communauté. Globalement, c'est @Sylvestre Ledru. C'est ça? Ou Sylvestre, si j'étais le premier avec mon prénom assez unique. Ce qui est rare. Mais ok, donc en gros, Sylvestre Ledru sur. Facile à trouver. Voilà, oui, il est facile à trouver. Même sur LinkedIn, t'es assez accessible aussi, j'ai vu. Je te remercie. Merci à toi. C'était trop cool. Et puis j'espère que dans le chat, vous avez kiffé. Kaisis, il dit c'était super. Guillaume, merci à votre invité pour les super questions. Merci Sylvestre, c'était très intéressant. Même pour moi qui suis un noob, je suis content que ça t'ait plu. On a essayé de pas trop être technico-technique, donc ça va. Je vais pas parler de Rust, tu vois, ni de C++, ou ces trucs. Calme-toi, Sylvestre, calme-toi. Ou même JavaScript, je vais pas parler de JavaScript, c'est toi. Le pire langage du monde, mais qu'on aime énormément. Allez, on termine. Merci à tous. Je vais faire un petit raid. Je sais pas chez qui je vais vous envoyer, donc je vais lancer le générique, puis je vais voir ça juste après. Merci à toutes et à tous. Dans les news importantes, donc on est jeudi 18h, jeudi contributeur. Pour les personnes qui nous financent, donc Patreon, abonnement Twitch ou YouTube Member, même s'il y a vraiment 10 personnes qui se battent en duel sur YouTube Member. Et après, demain, le mug sera fait par Jérôme, normalement, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi le mug. Bye bye, ciao.